médias l'attendent, tous les sondages l'annoncent et presque tous les Français semblent s'y résigner. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, nous aurons probablement droit à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce face-à-face est largement décrit comme une opposition frontale, celle des deux France. D'un côté, le président, un libéral, partisan de la mondialisation et de l'Europe, soutenu par la France qui va bien. De l'autre, une femme d'extrême droite, qui prendrait le repli et pour qui votent les classes populaires. Mais derrière les idées reçues se cachent souvent des conceptions fausses. À y regarder de plus près, on trouve peut-être plus de similitudes que de différences entre les deux favoris de la présidentielle, et notamment au plan économique. Alors que Marine Le Pen est décrite comme ayant un programme de gauche sur ce terrain. Alors Thomas, on a l'impression souvent que c'est un peu le sujet sur lequel bute Marine Le Pen. Économiquement, qu'est-ce que le RN propose ? Oula, alors le RN a proposé tellement de choses que je pense que même lui ne sait plus vraiment ce qu'il propose. Enfin, on se souvient quand même que le débat du deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on a vu qu'elle a flanché clairement sur la question économique, notamment la question de la sortie de l'euro. Donc on a eu en fait un RN au début qui était plus pour l'Europe, pour la baisse de la fiscalité. Puis après on a eu à l'époque ça s'appelait le Front National. Et on a eu un RN après avec Philippot qui était sur une ligne en récupérant pas mal de choses de gauche, protectionnisme, sortie de l'euro, critique de la question européenne et ainsi de suite. Et là on a une nouvelle Marine Le Pen maintenant qui a besoin que les classes dirigeantes s'allient à elle. Et donc on a un programme de plus en plus mainstream contre la hausse du SMIC. Elle est pour rester dans la zone euro. Elle nous a dit que la zone euro nous avait protégés de la pandémie. Alors je ne sais pas comment elle nous explique ça, mais bon, faudra que, je sais pas, mais bon, voilà. Maintenant l'euro c'est très bien, voilà, et flexibilisation du marché du travail, ainsi de suite. Il n'y a que la retraite. Elle ne veut pas toucher à la retraite de plus de 60 ans, bien qu'elle s'est dit que s'il y avait une raison d'équilibre financier, elle le ferait. Mais elle est mainstream maintenant. Elle est complètement mainstream. Donc l'investissement sur les services publics, tout ça, ça disparaît. Elle a un programme très libéral. Bah oui, on fait de l'économie dans le cadre de l'Union européenne. Il n'y a pas de question d'affrontement, de rien. Donc c'est un programme libéral. Donc c'est un programme qui ne sera pas très loin finalement du programme de Macron, mais c'est aussi ce qu'a fait Salvini quand il était un peu aux manettes en Italie. C'est le programme un peu de tous l'extrême droite européenne, c'est-à-dire qu'au début on est un peu contre l'Europe, on critique l'Europe, contre l'Europe et l'immigration et la sécurité, c'est un peu ça le triptyque. Mais après, comme économiquement, bon, on ne sait pas trop, on n'a rien à proposer, eh ben on rabat tout ça sur sécurité et immigration. Et c'est ce qu'elle fait là, Marine Le Pen. Comment expliquer alors que le Rassemblement national parvienne à se maintenir, dans les sondages en tout cas, entre 25% et 30% des intentions de vote ? Je pense parce qu'on ne parle peut-être pas assez d'économie. On parle plus, on fait de la politique aujourd'hui qui est de la politique spectacle. Mais c'est vrai que quand on regarde même ces électeurs, une grosse partie sont pour l'augmentation du SMIC. Elle rêve sur la hausse des salaires, elle n'a rien. Sur le programme de service public, elle n'a rien. Le seul programme qu'elle a, c'est de dire que s'il y a moins d'immigrés, il y aura un meilleur service public pour les Français, mais c'est pas du tout vrai. Donc non, je pense que aujourd'hui le Front National, c'est celui qui fait un petit peu la politique, y compris sur les thèmes, parce qu'on le voit bien, la sécurité, l'immigration. Là, Macron a dit qu'il fallait... la façon dont on en parle, voilà. surtout. Ouais. Et Macron a dit récemment qu'il fallait être plus ferme sur l'immigration. Donc c'est elle qui met à l'agenda finalement ces sujets-là. Et comme on est toujours sur de la petite phrase, mais même pour Macron a mis du temps à dévoiler son programme économique en 2017. Donc, comme on n'est que sur de la petite phrase, que sur des thèmes comme ça qui font du buzz et qui créent de l'émotion auprès des électeurs, on ne parle pas du fond. Mais sur le fond, elle n'a pas un programme qui changera la vie, en réalité, des Français les plus pauvres. Elle offrira un programme qui sera un défouloir pour une partie des Français sur les immigrés et les personnes d'origine étrangère et française. Dans les années 80, le Rassemblement national, ce qui était le parti d'extrême droite, faisait moins d'1%. Ouais. Aujourd'hui, on est à 28% environ. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça ? Et même 35% au deuxième tour. 35% au deuxième tour. Voilà. Il faudrait se demander, qu'est-ce qui fait que dans les années 80, on était à 1% et que maintenant on est à 35% au deuxième tour ? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Je ne sais pas, il y a eu 165 réformes sur la flexibilité du marché du travail. Il y a eu une contre-révolution fiscale. Il y a eu la mondialisation qui a été mise en place. Il y a eu la baisse de dotation sur les collectivités territoriales. Il y a eu les politiques d'économie, de suppression liées à l'hôpital, d'économie à l'hôpital, d'économie sur les services publics. On a eu 30 ans de ça. D'accord ? Et le Front National n'a fait que monter. Que monter. Oui, même par rapport à 2002. Mais même par rapport à 2002. Mais vous savez, en fait, je pense que quand on vous rabâche toute la journée que le problème c'est l'immigration, et que dans votre vie de tous les jours, vous demandez une place en crèche, on vous dit il n'y en a pas.
Vous demandez un logement social, on vous dit il n'y en a pas. Vous prenez un rendez-vous chez le médecin, vous attendez 6 mois. Vous vous dites facilement, ah oui, mais si on est plus nombreux, on n'aura pas suffisamment de moyens, c'est déjà difficile pour nous. C'est très simple d'avoir ce raisonnement. Et ce raisonnement, il est là. Donc il y a deux choix. Soit on se dit, on va renforcer le service public et on délie la question de l'immigration, parce que le solde migratoire n'a pas explosé, il faut arrêter les bêtises. En réalité, c'est plutôt dans la perception de l'immigration que Marine Le Pen joue le jeu. La perception de l'immigration, elle est 3 à 4 fois plus élevée que ce qu'elle est réellement. Pourquoi elle est 3 à 4 fois plus élevée? Parce que la France a changé. La France a changé parce que vous avez aujourd'hui des Français qui ont des origines étrangères. Et donc et le Front National joue là-dessus. Elle joue là-dessus. Voilà, elle joue sur le fait qu'il y ait des Français d'origine étrangère en disant qu'il y a trop d'immigration. Mais la réalité, c'est que la question de l'immigration ne changera pas la question des services publics. Et que si on veut demain que tout le monde ait une place en crèche, etc., il faut de l'investissement dans les services publics. Or, ça, on ne peut pas le faire dans le cadre de l'Union européenne. Et elle a abandonné de toute façon ces thématiques-là aujourd'hui. Parce que ces thématiques, c'est de quoi? C'est le peuple. Il va être sur la sécurité et l'immigration. Les classes dirigeantes qui me détestent, il faut que je les rassure en montrant que je suis mainstream. Si j'allie les classes dirigeantes ou une partie, on va dire, des mainstream, mais d'en haut, avec les questions du peuple, j'ai une chance de passer. Alors, autre éventualité qu'a évoqué Raphaël Enthoven dans un fil Twitter, puis une chronique. Raphaël Enthoven évoque le cas hypothétique où le second tour opposerait Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Ça donne un petit peu le ton pour les personnes qui votent plutôt centre-gauche, centre-droit. Il dit qu'en cas de second tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, il préférerait voter, alors en dernier recours certes, Marine Le Pen. Quel est l'intérêt pour lui, qui avait quand même appelé en 2017 à faire farouchement barrage à Marine Le Pen, à faire absolument barrage à Jean-Luc Mélenchon? Les extrêmes se rejoignent, qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, on voit exactement ce que j'ai dit. C'est que par la banalisation de son discours et par le fait qu'elle n'a pas fait, on va dire, de grosses fautes, puisqu'elle n'a pas fait grand-chose, en fait, on la voit peu, on la voit intervenir au dernier moment, Marine Le Pen, il y a une banalisation de Marine Le Pen, et finalement, ça plaît à une partie de la classe dirigeante dont fait partie Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, les questions liées au service public, à la question économique, je crois que ça ne l'a jamais effleuré parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne faut pas être méchant, mais il ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire quelqu'un, c'est pas méchant, mais il a toujours grandi à l'abri de ça. Enfin, je ne sais pas si un jour il a déjà vu, je sais pas s'il a déjà été au contact d'un enfant d'ouvrier de toute sa vie. Je crois que jamais il a été dans une classe. Il a été dans des classes où il n'y avait que des gens très riches, il a vécu dans des quartiers. Donc la question économique et la question du service public, ça ne le concerne pas. L'augmentation du SMIC, il n'en a rien à foutre, Raphaël Enthoven. Je veux dire, c'est quoi le SMIC pour lui? C'est rien du tout. Il ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, il ne sait pas ce que c'est d'avoir un problème d'une place en crèche. Il ne sait pas tout ça. Donc cette question-là ne l'intéresse pas. Donc ce qui l'intéresse, c'est les questions et les débats plutôt sociétaux liés à avec qui tu t'allies. Est-ce que tu vas manifester à la manifestation contre l'islamophobie? Est-ce que tu es... C'est que des questions comme ça qui l'intéressent. Et sur ces questions-là, il se sent plus proche aujourd'hui d'une Marine Le Pen que d'un Jean-Luc Mélenchon, il le dit. Mais le fait qu'il le dise, que quelqu'un comme ça le dise, même sur Twitter, même s'il a mis 1 million de si, etc., et qui s'en est justifié, malgré tout, c'est révélateur de quelque chose. C'est que, voilà, Marine Le Pen est en face... du candidat de la France Insoumise. Il y a un très gros rejet du candidat de la France Insoumise qui a toujours existé, avant même les sorties. Disons-le clairement, y compris à gauche. En 2017 ? Bien sûr. Il a fait un score énorme, mais chez une partie des classes dirigeantes et même des classes favorisées, on va dire, il y a eu un rejet massif. Même s'il n'y avait pas des rejets sur les questions économiques, il fallait mettre le Venezuela, la Syrie, tout ça, enfin, des choses, voilà. Quand Mélenchon a commencé à énormément monter dans les sondages, on a beaucoup parlé du Venezuela. Enfin, c'est un sujet qui n'intéresse pratiquement personne ou pas grand monde, à part des gens qui n'ont pas de problème économique, qui sont autour d'un café ou d'une pizza rue des Martyrs, et qui vont vous dire oui, le Venezuela, mais non, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Donc il fallait mettre ça, en fait, pour décrédibiliser l'image de Mélenchon, avant même ses sorties, qu'on peut critiquer. Et moi, je suis persuadé que dans une grosse partie des gens qui étaient à gauche, y compris de mes camarades avec qui j'ai monté cette aventure qui s'appelait Place Publique, vous leur donniez le choix entre Macron et Mélenchon, et ils choisissaient Macron. Alors qu'ils se disaient de gauche. Même, je suis sûr que des amonistes de génération auraient choisi Macron plutôt que Mélenchon. Donc la détestation de Mélenchon, elle existe depuis longtemps, y compris à gauche. Donc toi, tu imagines que même en 2017, Raphaël Enthoven était plutôt sur cette ligne. Je pense que lui, il n'avait pas à se poser la question parce qu'il était derrière. Je pense qu'il était derrière Macron, la droite. Mais je pense que là, la détestation de Mélenchon, elle a toujours existé. Elle existait avant. Mais que maintenant, il y a un truc supplémentaire à prendre en compte, c'est la banalisation, y compris chez les dirigeants et une forme d'élite intellectuelle, de Marine Le Pen. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent critiquer Mélenchon, alors qu'avec Marine Le Pen, il y a une acceptation que c'est le premier challenger possible de Macron.
Et là, qu'on ose le tweeter comme ça, tout en sachant il tweet beaucoup, Raphaël Antoine, tout en sachant les conséquences que ça a, c'est quand même, ça signifie quelque chose. 3 sénateurs français se sont rendus en Ukraine le 29 mai afin de rencontrer le député d'opposition Vadim Rabinovitch. Peu de temps après leur retour, le 10 juin, la sénatrice centriste de l'Eure Nathalie Goulet a posé une question au Quai d'Orsay sur les mouvements néo-nazis en Ukraine. Les partis néo-nazis développent des activités de plus en plus visibles, y compris au centre de Kiev, avec des stands de tir, des pratiques de montage et de démontage de Kalachnikov, et des bureaux d'embrigadement de jeunes dans des milices qui se revendiquent clairement de l'idéologie nazie. Trouvant ces activités extrêmement préoccupantes, elle souhaite connaître la position du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur ce sujet et quelles mesures il compte prendre pour éviter la contagion de cette idéologie mortifère. Et en effet, ces derniers mois, des groupuscules néo-nazis se sont manifestés sur la voie publique ou lors d'événements. Cette question vient en écho au salut nazi fait par des Ukrainiens supporters de football à Dniepropetrovsk lors d'un match amical, l'adjectif est pertinent, de l'Ukraine contre l'Irlande du Nord le 3 juin. Ou encore à la manifestation organisée le 28 avril dernier en l'honneur de la division SS galicienne numéro 1, composée de soldats ukrainiens. Autre rassemblement polémique, celui de janvier en l'honneur de Stepan Bandera. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce chef de l'armée insurrectionnelle ukrainienne s'est allié aux nazis. Ces bataillons se sont rendus coupables de massacres de dizaines de milliers de juifs, de polonais et de soviétiques. Le président Yushchenko avait participé à sa réhabilitation en le nommant à titre posthume héros de l'Ukraine en 2010. Les manœuvres pour renforcer le patriotisme ukrainien et effacer l'héritage soviétique se sont traduites par de curieuses bévues mémorielles. Le titre a finalement été annulé en 2011 et le gouvernement ukrainien a toutefois condamné le rassemblement d'hommage à la division SS. Le ministère des Affaires étrangères d'Ukraine condamne fermement toute manifestation de glorification des troupes de la Waffen-SS. Nous vous rappelons que la propagande des régimes totalitaires, en particulier le régime national-socialiste, est interdite en Ukraine. Mais difficile de ne pas s'égarer lorsqu'on n'a pas réprimé les sympathies néo-nazis des ultra-ukrainiens en vue de stigmatiser un ennemi commun, les Russes ou les Soviétiques. Ou encore par pur calcul électoraliste. Aujourd'hui, les courants de l'ultra-droite ukrainienne restent faibles, peu suivis et divisés, mais leur histoire et leurs influences restent plus que troubles. Svoboda, le parti d'opposition, est né sur les cendres du SNPU, une formation politique dont l'emblème était une rune nazie. Son ancien leader, Andrei Paroubi, s'est racheté aujourd'hui une conduite. Il est devenu le président de l'Assemblée nationale sous le mandat de Volodymyr Zelensky en tant que centriste. Sa venue en France à l'époque pour une rencontre avec François de Rugy en juin 2018 avait déclenché les protestations de certains députés. Autre parti d'ultra-droite, Corps National, émanation politique du régiment Azov. Ce parti est composé de vétérans de ce bataillon proche de la mouvance néo-nazie et son leader, Andriy Biletsky, affiche des convictions suprématistes. Dès le début du conflit dans le Donbass, les affinités électives du bataillon Azov avaient été repérées par la presse anglo-saxonne. Mais cette controverse n'a finalement pas fait grand bruit dans l'approbation générale de la révolution de Maïdan. Et aujourd'hui, le défilé de la division galicienne numéro 1 n'a indigné que l'Allemagne et Israël. Il faut croire que les bottes des néo-nazis de l'Est font moins de bruit que leurs semblables de l'Ouest et qu'elles n'empêchent pas non plus les autorités ukrainiennes de dormir. On en vient à cette mobilisation du personnel des aéroports parisiens. Ils entament aujourd'hui une grève à Orly et Roissy. Les salariés protestent à l'appel des syndicats contre les baisses de salaire. Une des conséquences du plan d'adaptation des contrats de travail pour pallier la crise du Covid-19. La grève était prévue du 1er au 5 juillet, mais le personnel a souhaité lancer des actions dès ce week-end. On retrouve en direct de Roissy notre reporter David Khalifa. David, bonjour. Le secteur aérien continue donc de panser ses plaies après une année désastreuse. Beaucoup de gens sont mobilisés. Quel est le programme de la journée ?
Eh bien écoutez Dora, la mobilisation est en tout cas au rendez-vous. Ils se sont donné rendez-vous à 7h devant le terminal 2-1 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour plusieurs actions. Une opération notamment à l'intérieur même de l'aéroport. Ils ont bloqué plusieurs usagers pour protester contre ce fameux pacte. Et là le cortège poursuit sa course vers le siège social d'ADP. Point final de cette mobilisation. D'autres opérations auront lieu au cours de la journée, notamment une opération escargot qui se tiendra tout autour du Roissy Pôle. En tout cas, ces manifestants, qu'est-ce qu'ils réclament? Eh bien, c'est le retrait de ce plan d'adaptation des contrats de travail. Il impacte directement sur leur salaire puisqu'il va modifier ou supprimer certaines indemnités et ça concerne environ 5200 salariés avec l'aéroport d'Orly et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ces pactes ont été créés par la direction en raison de la pandémie du Covid-19, ce qui est plutôt incompréhensible pour la plupart des salariés présents ici, puisque ADP a investi 1,6 milliard d'euros dans des aéroports à l'étranger. Je vous propose d'écouter plusieurs leaders syndicaux à l'initiative de cette mobilisation. Nous sommes tous rassemblés en grève contre le plan de la direction d'aéroports de Paris, appelé Pacte, qui remet en cause à minima un mois de salaire et qui nous supprime un mois de salaire. Les choix stratégiques de l'entreprise et de nos dirigeants en période de crise, c'est un petit peu, je pense, décalé par rapport à ce qui se passe. Et vouloir nous faire payer les choix qu'ils ont fait d'investir à l'étranger, des choix foireux quand on regarde bien, pour l'instant en tout cas à court terme, c'est complètement dégueulasse et irresponsable. C'est du mépris, c'est profondément méprisant, parce que de nous dire que le ministre, ou parce que c'est pas le ministre qui va nous recevoir, bien entendu, c'est son cabinet ou ses acolytes, on va dire, mais de nous dire qu'il n'a pas le temps de le recevoir, c'est une forme de mépris, comme on voit que M. de Romanet qui nous dit à la télé qu'il va recevoir les organisations syndicales. Moi, j'ai jamais reçu un courrier dernièrement de M. de Romanet qui me dit qu'il allait recevoir les organisations syndicales. Donc c'est par ce type d'annonce qu'on apprend qu'on nous écoute ou qu'on nous entend, ce qui est pas vraiment ce qu'on appelle du dialogue social. Voilà, vous l'avez entendu, on demande de la considération, mais aussi une certaine forme de discussion. C'est le projet initial, si vous voulez, des organisations syndicales qui réclament des assemblées générales afin de pouvoir discuter et éviter évidemment ces grèves et ces mobilisations. Mais pour l'instant, le gouvernement fait la sourde oreille et les dirigeants également. Voilà tout le problème et voilà tout l'objet de cette manifestation qui va terminer sa course devant le siège social d'ADP. En tout cas, je vous le disais, la mobilisation est au rendez-vous, encadrée par un important dispositif de sécurité. Plusieurs tensions ont éclaté ce matin au sein même de l'aéroport, mais vite retombées. Et pour le moment, le cortège se déroule dans la tranquillité, dans une ambiance plutôt festive et musicale. Merci beaucoup, David Khalifa, pour toutes ces précisions en direct de l'aéroport de Roissy. Notre histoire, elle est différente aujourd'hui et je pense qu'il y a des causes en France, comme la cause des femmes, la cause des violences conjugales, comme les sujets que j'ai cités tout à l'heure, qui permettent, qui sont vraiment des choses qui se passent chez nous, qui sont révoltantes et qui méritent l'adhésion nationale. Je ne crois pas que le racisme, ce soit le cas aujourd'hui, en tout cas pas dans l'équipe de France, pas en sport, et la France n'est pas un pays raciste. Mohamed Bouafsi, en direct de Munich, souhaite réagir. Oui, je voulais juste ajouter quelques éléments, Bruce, pour répondre à Madame la sénatrice Valérie Boyer. Il y a plusieurs éléments qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas factuels dans les propos qu'elle peut tenir. Tout d'abord, l'équipe qui a mis le genou à terre, ce n'était pas en Turquie, c'était au Parc des Princes lors d'un match entre le Paris Saint-Germain et Başakşehir, juste après un événement où l'arbitre, le quatrième arbitre, avait tenu des propos racistes, et donc ce n'est pas fondé et ce n'est pas factuel. Et les joueurs du PSG l'avaient fait pour une première dans l'histoire, pour réagir à un incident qui a été confirmé par l'UEFA quelques semaines après une enquête disciplinaire. Le deuxième élément, c'est qu'Antoine Griezmann, star de l'équipe de France, s'est engagé profondément dans la lutte contre l'homophobie. Il a même fait la une de Tétu. Il s'est expliqué et soutient la cause, par exemple, des violences conjugales. Juste après l'assassinat tragique, le drame tragique qu'a vécu la police et qu'a vécu Arnaud Beltrame, les joueurs de l'équipe de France ont communiqué. Juste après aussi l'assassinat terrible de Samuel Paty, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont tweeté. Et il y a eu des minutes de silence dans les stades de France, de Ligue 1
et de Ligue 2. Ça, c'est les éléments factuels. Pour aller beaucoup plus loin, les Français et notamment les joueurs de l'équipe de France hier n'ont pas voulu prolonger, par exemple, le mouvement Black Lives Matter. Il n'y a aucune importation de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a seulement une volonté de soutenir les personnes qui vivent des incidents racistes aux États-Unis ou en Europe. Ça peut être le cas parfois en France, des discriminations. Ça, c'était l'engagement des joueurs de l'équipe de France et il n'y avait aucune forme de protestation aussi contre les forces de l'ordre, puisqu'on a pu l'entendre avant-hier. Il faut savoir que les gens qui travaillent auprès de l'équipe de France, qui gèrent leur sécurité, eh bien, ce sont des officiers de gendarmerie et des officiers des forces de l'ordre. Et ça se passe très bien en équipe de France. Ce qu'ont voulu faire les joueurs de l'équipe de France hier, c'est porter un soutien profond et puissant à toutes les victimes d'agressions et d'incidents racistes et de discrimination dans toute notre société. Ils se sont rétractés hier au vu de cette polémique que certains ont voulu créer autour de l'équipe de France. C'est peut-être une solution qui n'est pas forcément agréable pour certains. Ils l'ont fait pour le bien de la France hier. Ils l'ont fait aussi pour qu'on puisse se fédérer et créer une dynamique positive pour tous les Français, parce que les Français en ont bien besoin en ce moment. Et vous êtes en fait aujourd'hui de porter une atteinte très grave à la démocratie parlementaire et j'en ai honte pour vous. Je demande donc à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'article 3, à l'exclusion de tout amendement, dans le respect de la Constitution. Mes chers collègues, c'est la première fois depuis que je siège dans cette Assemblée que je vois se comporter d'une telle façon un gouvernement, une majorité, alors qu'on a bâti pendant des années le respect de notre République. Vous êtes les premiers à porter un coup terrible à la démocratie parlementaire et à notre République. À ce titre, de façon honteuse, vous faites le vote bloqué, c'est-à-dire que tous les débats qui ont eu lieu sont aujourd'hui annihilés, vont disparaître. Tous les amendements qui ont été défendus, ce seront uniquement les amendements du gouvernement qui seront retenus. C'est une atteinte grave à la démocratie et face à ça, tous ensemble, nous avons l'intention de vous quitter, de vous laisser face à vos turpitudes. Sans surprise, et contrairement à ce qui avait été promis à l'époque, l'état d'urgence de 2015 aura bien fini par s'immiscer durablement dans le droit commun. Le présent projet de loi vise à pérenniser et à compléter les instruments de prévention de la commission d'actes de terrorisme, dont le législateur a doté l'autorité administrative à l'issue de l'état d'urgence, et alors que le niveau de la menace demeure toujours très élevé sur l'ensemble du territoire national. Au moins, c'est assumé. On peut ainsi noter dans ce projet de loi dit relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, la perpétuation des MICA, ou mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, un système d'assignation à résidence pour les personnes suspectées de sympathie terroriste, ou encore les visites domiciliaires, le nouveau nom des perquisitions administratives, qui sont désormais soumises à l'accord de l'autorité judiciaire. La nouvelle loi pérennise également la possibilité d'instaurer des périmètres de sécurité en cas d'événement à risque ou le pouvoir administratif de fermer des lieux de culte. Des mesures qui n'ont guère satisfait les observateurs du respect des droits humains. Ce texte vise à pérenniser et même à renforcer des mesures antiterroristes exceptionnelles dont nous demandons l'abrogation depuis plusieurs années, car comme nous l'avons démontré à de multiples reprises dans nos enquêtes, elles portent atteinte au droit à un procès équitable, au droit à la vie privée et familiale ou encore au droit au travail.
Mais si vous avez bien retenu le nom de cette loi, vous avez compris qu'elle comporte un autre volet relatif au renseignement, cette fois avec le renforcement des boîtes noires. Des algorithmes de traitement automatisé des données de communication électronique de l'ensemble de la population transitant sur les réseaux des opérateurs de télécom et des fournisseurs d'accès à Internet. En clair, une écoute généralisée dont l'objectif est de détecter les germes d'éventuelles menaces terroristes. Selon l'étude d'impact de la nouvelle loi, ces algorithmes auraient généré 1739 alertes pour l'année 2020. Le texte pérennise ces boîtes noires tout en incluant désormais les URL, c'est-à-dire les adresses des sites que nous consultons. Toutes ces données de connexion seront de plus partagées entre services en fonction de leur intérêt et conservées des années durant, notamment à des fins de recherche et développement, notamment en intelligence artificielle. Un futur de la surveillance française qui, là encore, n'a pas fait que des enthousiastes. Les mesures de surveillance sont disproportionnées et autorisent le placement sur surveillance de larges portions de la population française, sur la base de motifs très larges, sans même qu'un juge ait donné son accord. Or, aucune disposition dans le projet de loi actuel relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement n'est prévue pour résoudre ces problèmes. Au contraire, les mesures présentées pourraient aggraver ces atteintes. Le projet de loi semble pourtant avoir fédéré les élus puisqu'il a été adopté à l'Assemblée nationale par une très large majorité de députés, y compris socialistes. Et ce, malgré la procédure accélérée, malgré les délais entre la présentation du texte en Conseil des ministres et le vote des députés, à peine plus d'un mois, très court au regard de l'importance et de la complexité du sujet. Je rappelle que l'étude d'impact à elle seule fait plus de 250 pages et que le Conseil d'État, tout comme la CNIL, se sont prononcés sur le texte en émettant parfois certaines réserves. Le vote du Sénat est prévu, lui, dans moins de 2 semaines, et là non plus, l'issue ne fait guère de doute, renforçant encore un peu plus les prérogatives sécuritaires de l'État. Alors Emmanuel Macron qui est de retour sur le terrain et s'auto-félicite de la stratégie de déconfinement, pourtant encore un petit peu floue. Oui, alors s'auto-féliciter, c'est une des grandes qualités d'Emmanuel Macron. Il est toujours très content de ce qu'il fait, tout comme le gouvernement. Et c'est vrai qu'on l'a vu devant des élèves qui lui ont pourtant posé la question, alors est-ce que ça va depuis la claque que vous avez prise, une mise en scène, encore une fois, cette fois-ci dans une école, et puis ces déambulations du promeneur de l'Élysée pour dire que tout va très bien, Madame la Marquise, et qu'il a géré cette crise sanitaire de manière exceptionnelle comparée au reste des leaders mondiaux, et que lui est décidément le meilleur. Quelle chance nous avons. Mais en réalité, tout ça est très flou, comme vous venez de le dire, à la fois sur le rythme de la vaccination. On n'a plus vraiment les chiffres sur les premiers vaccinés et puis ceux qui ont la vaccination totale, mais également sur ces dates qui ont totalement sauté, la fin du couvre-feu, la fin de toutes les barrières qu'il y avait, parce que finalement, la bamboche a gagné. 3 jours de suite que les jeunes se réunissaient sur les pelouses en plein cœur de Paris, et là la police ne peut plus rien faire. Et puis des remontées de terrain qui disaient évidemment les gens en ont assez, les restaurateurs notamment, qui ouvraient et qui voyaient bien qu'à 23h c'est impossible de faire partir les gens pour qu'ils rentrent chez eux. Donc il a fallu céder finalement à la volonté populaire qui était d'arrêter avec ces mesures de restriction, non pas sanitaires, mais de restrictions liberticides qui n'ont rien à voir avec le contrôle d'un virus. C'est la fin du masque en extérieur aussi, et pourtant ça fait des mois que l'on sait que le masque en extérieur ne sert à rien dans la plupart des situations. Quand vous êtes seul dans une rue ou très peu nombreux dans une rue, évidemment le masque ne sert à rien, mais il fallait quand même le tenir pour que l'exécutif ne perde pas la face face à ces mesures de privation des libertés. Et puis, dernière aberration qui tombe, le masque des plus jeunes, les enfants dans les cours de récréation à 6 ans, eh bien là aussi, il tombe. Il a fallu quelques heures de décalage pour qu'ils se rendent compte du décalage énorme entre la volonté des politiques liberticides et la volonté de liberté des populations qui n'en peuvent plus finalement de ces mesures dont on peut critiquer le bien fondé scientifique, puisque nous n'avons aucune preuve aujourd'hui d'un couvre-feu plus efficace à 19h, à 21h, à 23h ou pas du tout. En l'occurrence, le pas du tout va nous permettre de vivre un été déconfiné. Alors après, certains sont déjà en train de nous parler de 4e vague, reste à savoir si elle arrivera ou pas. Mais pour ce qui est de la stratégie d'Emmanuel Macron, elle a été cette fois-ci dictée par la rue. Et la question qu'on peut se poser, Alexis, la communication présidentielle a-t-elle pour objectif de pousser les candidats d'AREM au régional ou est-ce une surenchère de sortie de crise ?
Alors c'est vrai que en ce moment Emmanuel Macron est partout, hein. On le voit à tous les sommets, il prend la parole sur tous les sujets. Aujourd'hui, il discutait poésie, littérature et peinture avec Fabrice Lucchini, hein, allant même jusqu'à comparer Rimbaud à un peintre classique. Donc tout est possible pour le promeneur de l'Élysée. Il y a un côté psychédélique dans cette communication qui veut toucher tous les publics tout le temps, à la fois les publics les plus jeunes, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il lève les restrictions sanitaires. C'est un peu dans l'idée de dire ça y est, vous avez gagné, je vous ai entendu. Et puis, il faut ne pas oublier les régionales. Alors, Emmanuel Macron s'en défend. Il dit bien qu'il ne veut surtout pas interférer dans les élections régionales, mais il est le seul aujourd'hui qui peut prendre la parole de cette façon-là, comparé aux ministres qui ont un devoir de réserve, vu que nous sommes dans une semaine électorale. Donc, clairement, il est là pour pousser les candidatures des candidats LREM, à la fois pour montrer qu'ils existent, les faire connaître. Certains sont encore en déficit de notoriété publique, donc ça permet de les pousser et d'affaiblir soit les candidats LR, typiquement Xavier Bertrand, qui est une cible, hein, dans la région nord, pour essayer de l'affaiblir face à un Rassemblement national qui est très fort, avec l'envoi de ministres comme M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui passe tous ses week-ends maintenant à faire campagne bien habillé pour expliquer qu'il est là pour les habitants de la région. Et donc clairement, il y a là cette volonté de reprendre la main et d'essayer de pousser ces candidatures sans le dire, parce que le score de La République En Marche risque d'être calamiteux également pour ces régionales. Donc s'il évitera une Bérésina comme pour les municipales, ce ne sera pas non plus un plébiscite populaire. Quel agenda finalement suit Emmanuel Macron? Est-ce qu'il reste, pour reprendre une formule, hein, est-ce qu'il reste le maître des horloges? Alors, c'est ainsi qu'il s'était présenté lors de son élection, hein, en disant c'est moi qui décide. Et puis très vite, hein, l'horloge s'est déréglée avec l'affaire Benalla, par exemple, hein, sur la place de la Contrescarpe. Et là, toute la machine s'est déréglée. Il a voulu être le maître des horloges avec la réforme des retraites, en utilisant le 49.3, en allant là encore contre l'avis des partenaires sociaux. Il a voulu être le maître des horloges contre les Gilets jaunes, avec ce grand débat qui a privatiser la parole, hein, finalement, où il a été monologué partout en France et empêché les cahiers de doléances de devenir finalement des réels cahiers de doléances. Donc oui, clairement, son agenda personnel est celui de maintenant donner le pouls, donner le tempo de 2022 et d'assurer qu'il puisse rentrer en campagne le plus tard possible et avec le meilleur bilan possible. Et là, toute cette communication frénétique qu'on a vue ces derniers jours, c'est d'assurer que dans l'esprit des Français, il restera comme le sauveur du pays et le président qui a le mieux géré la crise sanitaire, même s'il y a plus de 110 000 morts, même si on a menti, le gouvernement a menti sur les masques au début de cette crise, même si la vaccination au début de la campagne a été un fiasco, même si il y a encore beaucoup de flou, comme je le disais, sur ce déconfinement qui ressemble très fort au déconfinement de 2020 où ça a été un grand lâcher-prise pendant tout l'été. Là, on a l'impression qu'il y a des dates, que tout ça est très réglé. Olivier Véran nous dit que les discothèques rouvriront en juillet, mais non, on a l'impression que ça y est, c'est fini pour 2 mois, 3 mois. Et puis, comme je vous le disais, certains nous parlent déjà de 4e vague et peut-être qu'Emmanuel Macron a déjà en tête l'horlogerie de la rentrée dure en campagne qui sera évidemment à la rentrée de septembre pour tous les candidats, les nouveaux candidats qui vont se déclarer à ce moment-là. Et puis, clairement, une fois les régionales passées, que certains parlent aujourd'hui d'un remaniement ministériel, ça reste à voir, mais il y a des noms qui circulent et il se pourrait évidemment qu'en fonction des scores de La République En Marche, le gouvernement change de tête et change même de ministre pendant un temps pour préparer la dernière année qui sera une année de campagne d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Alexis Poulain d'avoir été avec nous. Le symbole de l'échec industriel, voici les mots des ex-salariés de Whirlpool à Amiens qui s'estiment aujourd'hui abandonnés par Emmanuel Macron. À l'occasion de la visite du chef de l'État dans le département de la Somme, le député LFI François Ruffin, aux côtés d'une 50aine d'anciens salariés, invite le président à revenir sur le site 4 ans après ses promesses sur le parking de Whirlpool durant sa campagne présidentielle en 2017. Pendant la campagne, Emmanuel Macron est venu sur ce parking. Il en a fait un symbole de l'industrie, un symbole de son lien au monde ouvrier. Et il promettait à l'époque, l'avenir industriel est garanti. 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a? Sur les 286 salariés, il en reste 3. Voilà ce que ça donne quand l'État investit 15 millions d'euros et quand Emmanuel Macron se déplace 3 fois avec tas de promesses. Tous les emplois seront repris, ça sera un cluster formidable et ainsi de suite. Il ne faut pas que ça passe inaperçu cette histoire. Il faut que, pourquoi? Parce que Emmanuel Macron en a lui-même fait le symbole de son lien avec le monde ouvrier qui est aujourd'hui défait.
Revenu ensuite en 2019, Emmanuel Macron avait donné rendez-vous l'année suivante aux salariés en colère. 2 ans plus tard, sans aucune autre visite du président français, les ex-salariés se sentent condamnés et laissés à leur propre sort. Aujourd'hui, je suis au chômage, donc je suis chez Pôle emploi. J'en veux énormément parce que c'était des promesses. Et c'est gratuit, je crois. C'est des promesses. Emmanuel Macron est revenu sur le site du temps de WN, donc encore des promesses, une fois. Et il est revenu du temps d'Ageco Agencement, encore avec des promesses. Et puis finalement, les promesses n'ont pas abouti, donc on se retrouve tous sur le parquet, quoi. Ça fait mal au cœur, quoi. Parce que à 51 ans, j'ai 51 ans aujourd'hui, pour retrouver du travail, ça va pas être facile. Ça va pas être simple. C'est 3 trahisons. Après 3 tentatives de reprise et plus de 280 salariés licenciés officiellement pour motifs économiques, François Ruffin défend un protectionnisme national industriel. Il y a la question de ces salariés ici, mais il y a la question, je le redis, de qu'est-ce qu'on veut produire. Pourquoi on accepte de ne plus avoir une seule usine de lave-linge dans tout le pays, alors que la petite Suisse en a 2 ? On est incapable d'avoir des médicaments, on est incapable d'avoir des masques, on est incapable de produire du gel hydroalcoolique. Il faut qu'on réinvente et on ne sait pas faire. Tout ce savoir-faire part à l'autre bout du monde parce que c'est des gens qui avaient du savoir-faire aussi. Et on se retrouve à poil. Eh bien, moi, je pense qu'il faut protéger notre pays. Le 31 mars dernier, le tribunal de commerce d'Amiens avait validé le projet de reprise partielle d'Ageco Agencement, dernier repreneur en date par l'entreprise Mobidecor. Au total, 45 salariés ont été licenciés, principalement des ex-Whirlpool. Un 3e plan social en 3 ans. Enfin, l'union, elle peut éventuellement se faire. Elle n'est impossible avant la campagne. Elle est possible à l'extrême fin de la campagne. Avec Jean-Luc Mélenchon ? À quelques semaines du premier tour, Nathalie. Ce que Mélenchon n'a pas obtenu de Benoît Hamon la dernière fois. C'est-à-dire quand Benoît Hamon a décroché totalement. La logique mélenchoniste disait mais Benoît Hamon, retirez-vous. Si Hamon s'était retiré, Mélenchon était au second tour de scrutin. On peut être donc dans une situation où à 15 jours, 3 semaines du premier tour, enfin un peu plus parce qu'il faut évidemment que ce soit avant le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel, vous ayez une pression folle sur les candidats de gauche mal placés pour exiger d'eux qu'ils se retirent, pour éviter le duel Macron-Le Pen. Ça, c'est un argument extraordinairement fort. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de la rationalité dans l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est lancé le premier alors même que c'était pas forcément, et qui serait capable de se retirer. Il espère en profiter de ce que je viens de dire. Oui. Mélenchon, il garde son talent de campagne. Je ne sais pas si vous avez vu le meeting numérique de Mélenchon. Oui. Il est extrêmement intéressant. Car le talent... En tout cas, très novateur. Oui, novateur. Comme à chaque fois, avec le talent de campagne de Mélenchon reste intact. On peut le voir sur le site de LFI.fr. Et le talent de campagne de Mélenchon reste intact. Donc, mais il s'est beaucoup ces 18 derniers mois quand même. Oui, mais Mélenchon il a effectivement beaucoup, mais son talent de campagne est intact. Il est d'ailleurs en tête des intentions de vote de gauche aujourd'hui, quelles que soient les hypothèses qu'on étudie. Et donc, il espère éventuellement bénéficier du schéma que je viens de dire. Mais est-ce que c'est réconciliable, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est pas là les deux gauches aussi irréconciliables? Non, mais l'hypothèse aussi, c'est qu'Anne Hidalgo ne prendra pas le risque que je viens de dire. Parce que pour oser, elle est maire de Paris. Vous comprenez, elle ne peut pas se permettre de faire 6% à la présidentielle. C'est quand même un léger problème qui se pose. Voilà, et comme un certain nombre de candidats socialistes hypothétiques qu'on teste dans les sondages. Donc si Anne Hidalgo n'y va pas, et si ne prend pas son risque, n'ose pas prendre ce risque, la situation peut se décanter davantage. Donc Mélenchon n'est pas hors jeu. Nous avons une situation surtout où Marine Le Pen, c'est la garante de la réélection d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si vous avez Macron-Le Pen, vous êtes dans une situation où donc Macron va être réélu. Le G7 a annoncé ce week-end un accord sans précédent sur une harmonisation du taux d'imposition des grandes entreprises à l'échelle mondiale. Il a été fixé à au moins 15%. Ce taux est censé permettre une meilleure répartition des recettes fiscales entre les pays. Mais une des mesures avancées vise les bénéfices des géants du web et semble être à l'avantage d'Amazon, pourtant friand de l'optimisation fiscale. Les explications de Mona Moudelor. C'est une petite révolution dans la fiscalité mondiale. Les pays du G7 ont annoncé avoir trouvé un accord sur la création d'un plancher mondial de 15% pour l'impôt sur les sociétés.
Une réforme qui vise les multinationales qui génèrent des milliards et qui payent peu d'impôts comparé à leur chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas tout. Les membres du G7 se sont accordés sur une autre réforme qui ne doit s'appliquer qu'aux grands groupes dont la marge bénéficiaire dépasse les 10%. Ce qui signifie qu'une partie des profits de ces multinationales sera taxée dans les pays où elles exercent une activité, même sans leur présence physique. Cette mesure vise notamment les multinationales qui ont choisi d'installer leur siège social européen au Luxembourg afin de bénéficier d'un taux d'imposition très avantageux. C'est le cas de la filiale européenne d'Amazon qui a élu domicile au Luxembourg. En 2020, le géant de la vente en ligne a réalisé 320 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, ce champion de l'optimisation fiscale pourrait bien échapper à ces nouvelles mesures. Grâce à la règle des 10% de marge bénéficiaire proposée par le G7, Amazon passerait entre les mailles du filet car sa marge tourne autour de 6,3% malgré des profits de centaines de milliards par an. Le géant du e-commerce a en effet une particularité qui pourrait être à son avantage. La politique tarifaire d'Amazon, agressive pour gagner des parts de marché et son modèle économique plus proche de la grande distribution que de l'économie numérique, fait qu'Amazon a une marge bénéficiaire plus faible. Amazon gère son activité de vente au détail en ligne avec des marges bénéficiaires très faibles, en partie parce qu'elle réinvestit massivement et en partie pour gagner des parts de marché. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne veut pas en rester là. La solution tient en une seule chose, la segmentation des activités d'Amazon. Je souhaite que nous segmentions les activités d'Amazon pour tout ce qui est très profitable soit bien l'objet de cette taxation digitale et ce qui, à l'inverse, est moins profitable ne fasse pas l'objet de la taxation digitale. Finalement, Amazon qui brasse des milliards et échappe aux impôts serait certes soumis au nouvel impôt mondial sur les sociétés d'au moins 15%, comme toutes les autres multinationales. En revanche, la règle spécialement conçue pour les géants du net qui contournent les règles fiscales ne pourrait pas lui être appliquée, du moins pour le moment. L'Europe sait que ces mesures pourraient rapporter gros à l'échelle européenne. Un taux minimum de 15% rapporterait 48 milliards d'euros par an. Mais la messe n'est cependant pas encore dite. Des nouvelles discussions sont prévues à ce sujet lors du G20 cet été. Bonjour à vous toutes et vous tous. Dimanche, il faut vous déplacer pour aller voter, parce que l'enjeu est de taille. L'enjeu, c'est bien sûr qui va diriger la région. La région, ce sont les transports en commun, ce sont les lycées, ce sont aussi toutes les questions d'urbanisme, de subventions aux logements sociaux que Pécresse a diminué. Et puis, il faut vous donner un espoir que les choses bougent au plan de la région, mais aussi au plan national. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de faire en sorte que la liste conduite par Clémentine Autain, qui rassemble toute la gauche, que cette liste soit en tête au premier tour pour porter tout l'espoir des hommes et des femmes de gauche au second tour. Nous avons besoin de gagner cette région. Et avec Clémentine Autain, vous aurez une présidente de région dynamique et compétente. J'ai pu la suivre dans sa campagne et je peux vous dire que sur beaucoup de sujets, elle connaît les dossiers et elle a des propositions extrêmement concrètes, réalisables et efficaces pour les habitants d'Île-de-France. Donc faites confiance à Clémentine Autain et à ceux et celles qui sont ces taulistiers et taulistières. C'est vraiment une liste de gauche audacieuse, une gauche de combat que vous allez élire à la région Île-de-France et ça va nous faire du bien à tous et à toutes. Merci. Mais avant cela, donnons quand même la parole à un homme engagé, politique, sans concession. C'est moi, Lydia. Ah, comment se portent mes petits fêtards islamo-enfarineurs hystérico-médiévistes préférés? C'est moi ou la population française est légèrement sous tension en ce moment? Normalement, à la fin de l'année scolaire, t'es relax, tu viens en cours avec un Monopoly et des chips. Mais là, partout, ça se balance de la farine à la gueule comme dans un bizutage d'école de commerce. Fallait s'y attendre avec les kilos qu'on a stockés pendant le confinement, fallait bien en faire quelque chose. Les policiers s'engueulent même sur le marché. Là, il y a Ruffin et Dupond-Moretti qui nous ont refait une Astérix. Ils rejouent le poissonnier et le forgeron. En même temps, je comprends l'état de nerf général parce qu'on est dans une période post-déclaration d'impôts. Quand tu sais que ça contribue en partie à nourrir Marlène Schiappa et Jean-Michel Blanquer, il y a moyen que t'aies les veines qui gonflent. Et le point culminant de tout ça, c'est le chef suprême qui se prend une mandale du bout des doigts par un druide radicalisé. Alors, qu'on soit bien clair, je vais faire un truc que je fais jamais, je vais ralentir pour que vous compreniez bien. Ah oui. Je ne cautionne aucun acte de violence. Mais... on est quand même là pour rigoler. Donc, si on place d'un point de vue strictement technique, la petite giflette là, franchement...
Tu sais que tu vas manger du ferme, va au bout du projet, mais il y a un peu de panache, tu vois. Je veux dire, ce qui fait la sanction, c'est pas la nature du geste, c'est sa qualité, tu vois. Donc foutu pour foutu, tu lui mets une trahade de l'enfer. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Jacouille la fripouille, avec son soufflet de marquis asthmatique, là, qui t'a loupé la sortie du film Kaamelott que t'attends depuis 27 ans, fait le boulot correctement. Je veux dire, faut partir doigt écarté, de manière à répartir l'impact, que je ne cautionne en aucune manière, je rappelle. Ensuite, appliquer une petite rotation des épaules pour récupérer l'inertie générée par le pivot de la hanche. Violence à laquelle je m'oppose avec véhémence, toujours. Ensuite, engager la main plus franchement afin d'englober la surface qui va du menton jusqu'à l'oreille. Encore une fois, agression contre laquelle je m'inscris en faux. Et là, finition du geste sur la tempe, résultat oreille qui siffle, tête qui tourne, des larmes, de la morve, et t'es pas à l'abri de lui faire crier Brigitte. Non, le geste bien exécuté, tu lui fais tomber le cheveu qu'il a sur la langue et il se dit que les retraites, finalement, c'est bien si on n'y touche pas. Bon, après, il faut assumer la mêlée avec le service de sécurité, évidemment, parce que c'est des gens, ils ont quand même une formation de pliage de corps. Ils font pas des arrestations, ils font de l'origami. Le ménestrel, à la fin, tu pouvais le mettre dans une enveloppe et l'envoyer en prison par la poste. C'est les femmes battues qui doivent l'avoir mauvaise. Elles aimeraient bien profiter de cette rapidité d'exécution de la justice. Juste un peu plus de réactivité, quoi. Juste prenez les plaintes, déjà. Parce que le royaliste gifleur, lui, il dort en cellule. J'imagine que son scénario de retour à la royauté, ça se terminait pas au cachot. Parce que d'ailleurs, dans leur royaume fantasmé, il s'imagine toujours en archiduc de mes noix de cajou sur le plan de travail. Alors que pour eux, ça aurait plutôt été le servage, le droit de cuissage, ramper dans le purin pour espérer pouvoir payer la dîme, la gabelle, la taille, le sel, enfin ce qu'on appelle la CSG maintenant. Tout ça si t'es pas mort du typhus avec ta femme et tes gosses à l'âge de 17 ans. Dans notre malheur, heureusement que l'agresseur s'appelait Damien Tarel, parce que si ça avait été Abdelkrim Ben Tarek, dans la foulée, le gouvernement il aurait ordonné un confinement des mains dans les poches jusqu'en 2022, avec en prime un débat national comment finir avec le djihad islamo-gaucho-métacarpien. Enfin, laisse tomber. Mais bon, visiblement pour nos chers dirigeants, la violence de l'extrême droite, c'est rangé entre les licornes et le Père Noël, c'est une légende. Pour eux, le gifleur, c'est pas un mec qui s'est radicalisé entre 2 pages de Mein Kampf et 3 forums nationalistes. Non, c'est quelqu'un d'un peu curieux, un peu geek, un peu poète, parfois un peu impulsif, mais au fond, n'est-ce pas là un jeune qui se cherche un peu finalement Fait plutôt inattendu, c'est Darmanin qui s'est le plus chauffé avec le RN cette semaine, en déclarant que leur victoire régionale serait une marque satanique. C'est le dernier que j'attendais là-dessus, moi, personnellement. Là, je compte plus sur lui pour me trouver un appart que pour lutter contre les fachos. Parce que lui, un coup, il trouve que Marine Le Pen est trop molle, et un coup, c'est le chétan. Dire, mais si tu trouves le diable trop mou, tu peux me rappeler c'est quoi tes ambitions exactement? Parce que tu me diras la PMA pour tout est passé, donc c'est peut-être ça qui l'énerve, tu vois. Même si la légalisation de la PMA, c'est pas par progressisme, c'est clairement parce qu'on a besoin que ça ponde. Je me dis oui, là on a tellement besoin de naissance, la PMA c'est bon, la GPA ça va pas tarder, même s'il y a moyen de faire des gosses déshydratés que tu fais chez toi en rajoutant de l'eau, ça va passer. Enfin bref, plus ça va, plus on se rend compte que la politique c'est comme quand tu traverses la rue, si tu t'obstines à regarder qu'à l'extrême gauche, tu vois pas ce qui arrive de l'extrême droite et vice versa. Walidia, merci Wally. On rappelle, frapper, c'est mal. C'est vraiment très très mal. Ah bon? Ah oui, c'est oui. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. Il ne suffit pas d'acheter des lits chez Ikea pour ouvrir des places de réanimation. Oui, il faut des humains pour soigner. Mais si vous ne formez pas de personnel, le serpent se mord la queue. Alors, comment se fait-il que, faute de crédit, des dizaines d'aides-soignantes soient recalées dans leurs études d'infirmières? À la PHP, 440 postes sont aujourd'hui vacants. Et en même temps, on a 120 aides-soignantes qui ont passé les épreuves de sélection pour entrer à l'école d'infirmière. Mais il n'y a pas d'argent pour financer leurs études. Elles ont beau avoir obtenu des notes de 13 à 19, Monsieur Hirsch n'a pas de ligne de crédit pour les former. Comment est-ce possible? À quoi jouez-vous? Il faut anticiper nos besoins, former massivement, fidéliser les personnels. C'est d'un plan massif de formation rémunéré dont nous avons besoin, notamment en direction de la jeunesse. Le développement de ces contrats d'études est d'abord une responsabilité nationale, une urgence absolue, comme l'augmentation significative des salaires que nous attendons toujours, puisque la rémunération des soignants en France reste, après notre Ségur, votre Ségur, qui a fait pchit, très nettement inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Augmenter les salaires, c'est marquer l'importance sociale de ces métiers et c'est aussi les rendre plus attractifs. La vérité, c'est que vous préférez recruter des intérimaires et demander au personnel de faire des heures supplémentaires plutôt que de former. Ce que vous anticipez, ce sont des milliers de fermetures de lits que vous continuez de prévoir avec vos regroupements d'hôpitaux en pleine pandémie. C'est honteux. Vous laissez les soignants sous tension et vous ouvrez la porte à la privatisation de notre système de santé. Monsieur le ministre, la colère des soignants dans la rue aujourd'hui doit être entendue comme elle aurait dû l'être en 2019 lors des grèves
lors de la grève des urgences. On se demande vraiment ce que vous attendez. 37%, c'est le pourcentage des dépenses qui doit être consacré aux objectifs environnementaux européens dans chaque plan national de relance. Condition a priori sine qua non pour avoir accès aux aides de l'UE. Les 27 avaient jusqu'au 30 avril pour déposer leur copie à Bruxelles. Ce sont les fameux programmes nommés Plan de relance et de résilience. Les pays ont-ils respecté le critère environnemental et quel impact les mesures choisies vont-elles avoir sur notre planète? C'est ce qu'ont cherché à savoir 3 think tanks à travers la création d'un outil, le Green Recovery Tracker. À ce jour, ils ont épluché la part des dépenses vertes dans les plans de relance de 15 pays. Constat, de nombreux États risquent de ne pas remplir le critère des 37%. De nombreux plans de relance nationaux risquent de ne pas atteindre l'objectif de 37% de dépenses vertes. Il existe des risques importants que des mesures qui, à première vue, semblent vertes, finissent par soutenir les énergies fossiles. De nombreux plans incluent encore des mesures non basées sur la transition verte. La plupart des plans de relance ne sont pas alignés sur le nouvel objectif climatique de l'Union européenne à l'horizon 2030 et ne sont pas utilisés pour accélérer la transition climatique conformément au nouvel objectif. Rappelons que cet objectif, c'est la réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE par rapport au niveau de 1990, ainsi que la neutralité carbone en 2050. Alors parmi les mauvais élèves, selon le Green Recovery Tracker, on peut citer l'Italie. Alors que le gouvernement italien, lui, évalue ses dépenses vertes à hauteur de 40%, elles ne seraient en réalité que de 16%. Conséquence notamment d'une transition énergétique peu soutenue, selon les analyses des think tanks. Nous constatons un manque de soutien approprié aux piliers cruciaux de la transition énergétique, notamment l'expansion de la production d'énergie renouvelable et l'utilisation directe de l'électricité, ainsi que les infrastructures locales de mobilité durable. En bas de l'échelle, on peut aussi citer le Portugal avec 17% consacré à la relance verte ou encore la Pologne avec 18%. Du côté de la France, et toujours selon l'analyse du Green Recovery Tracker, la part de dépenses vertes du plan de relance français atteindrait 23%. Si le think tank salue un plan tourné vers l'avenir, il déplore le manque de contraintes juridiques liées à l'application des mesures. En tout, seuls 2 pays rempliraient pour l'instant le critère des 37%, l'Allemagne et la Finlande. Tous ces plans de relance sont encore en train d'être étudiés par la Commission européenne. Ils devront aussi être validés par le Conseil européen. Les versements des premières subventions devraient intervenir durant le courant de l'été. Malgré le consensus affiché des États à œuvrer pour des économies plus vertes, les analyses du Green Recovery Tracker semblent démontrer que la relance verte est loin d'avoir été engagée. Bonjour. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, annonce qu'un plan de formation à la laïcité pour les enseignants va être mis en place à la rentrée. Est-ce que ça vous paraît un angle d'attaque pertinent pour lutter contre les atteintes à la laïcité ? Bon, d'abord, c'est bien que Jean-Michel Blanquer découvre que la formation est utile pour les enseignants, lui-même qui a réduit cette formation, notamment pour les enseignants dans le primaire. Maintenant, oui, pourquoi pas une formation sur la laïcité, mais j'oublie pas que c'est le même Jean-Michel Blanquer qui a réduit aussi la formation sur la laïcité, puisqu'il y a eu seulement un enseignant sur 100 qui a reçu une formation en la matière. C'est 5 fois moins qu'il y a 4 ans, et entre-temps, c'est Jean-Michel Blanquer qui a été ministre de l'Éducation. Donc après, il faut pas être dupe. Une journée de formation, c'est pas ça qui sera suffisant pour aider les enseignants dans cette tâche qui n'est pas facile, et à cette formation dont il faut voir le contenu, parce qu'on ne connaît pas exactement le contenu. Les formateurs d'abord. Voilà, et donc qu'ils nous en disent un peu plus sur le contenu, parce que parfois la laïcité peut être dévoyée par le gouvernement, donc je suis vigilante, mais il faudra surtout donner des moyens aux enseignants pour les accompagner au quotidien et entendre ce qu'ils demandent, et en particulier ce que les syndicats demandent. Dire qu'une victoire du Rassemblement national aux élections régionales porterait la marque de Satan, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, représente-t-il d'une certaine manière une atteinte à la laïcité ? Je sais pas, honnêtement, j'ai pas envie de commenter ces déclarations du gouvernement, et par ailleurs sur le fond, c'est le gouvernement, et en particulier Castaner est assez bien placé en la matière, qui... Castaner ? Oui, Castaner et d'autres qui ont été des marchepieds au Rassemblement national ces dernières années en copiant
une partie de ce que raconte le Rassemblement national et je pense qu'ils porteront une lourde responsabilité si le Rassemblement national continue à grimper dans les prochaines années parce que en réalité entre l'original et la copie on préfère souvent l'original. Jean-Luc Mélenchon a du mal à se défaire de l'étiquette de complotiste que certains de ses adversaires politiques lui ont collé depuis ses déclarations sur les événements qui surviennent juste avant les élections, avec des références notamment aux attentats. Est-ce qu'il y a des interrogations à la France insoumise? Est-ce que tout le monde se sent parfaitement solidaire de ses propos? Oui, honnêtement, je vais un peu vous raconter la manière dont moi j'ai vécu cette polémique de l'intérieur. J'ai pas fait la précédente campagne présidentielle en 2017 et on m'avait un peu prévenu, tu vas voir les campagnes présidentielles, c'est violent, les propos sont instrumentalisés et là j'avoue pile dans le mille. Et je trouve ça assez frustrant et malhonnête de voir à quel point de tels propos peuvent être instrumentalisés pour porter l'anathème sur un candidat et éviter des vrais débats de fond qui sont ceux qu'on essaie de porter dans le débat public. Et je trouve ça profondément injuste parce que ce qu'il a voulu dire était assez clair et assez simple, de dire que oui, des drames peuvent survenir et peuvent être instrumentalisés par l'extrême droite. Ça s'est passé dans le passé et j'espère que ça ne se reproduira plus à l'avenir. Mais le fait est que c'est un des risques que l'on a. C'est peut-être la formule qu'il a employée, tout ça est écrit d'avance, qui pose problème. Mais vous voyez très bien, honnêtement, ce qu'il a voulu dire. On pourrait polémiquer pendant des heures en décortiquant chacun de ses mots. Il a eu l'occasion de revenir par ailleurs sur ce qu'il voulait dire. C'est très simple, il a voulu dire des choses. Les assassins peuvent cibler, et ils peuvent cibler dans les périodes électorales. Et l'extrême droite sera toujours là, comme des charognards, pour exploiter ces drames terribles et pour surfer sur cette terrible vague, notamment pour pointer du doigt la communauté musulmane. C'est tout ce qu'il a voulu dire et je crois que d'en faire des tonnes et des tonnes démontre à quel point ce débat politique franchement, n'est pas à la hauteur. Les dirigeants du G7 ont réaffirmé ce week-end leur volonté de mettre en place une fiscalité mondiale minimale sur les entreprises d'un montant de 15%. C'est un sujet sur lequel vous avez longtemps travaillé lorsque vous étiez à l'ONG Oxfam. Est-ce que vous saluez cet engagement du G7 ? Bon, quelque part, c'est une victoire culturelle de se dire il faut arrêter cette course à la concurrence fiscale qui a fait que les taux d'imposition sur les sociétés ont été divisés par 2 en l'espace de 20 ans. Ceci étant dit, franchement, un taux à 15%, c'est un taux extrêmement rabais. On essaie de vider la mer de l'évasion fiscale à la petite cuillère. 15%, c'est à peine au-dessus du taux de l'Irlande, qui est un paradis fiscal notoire, qui est à 12,5%. Et pour vous donner une idée... Sauf qu'il est dans les faits, il est souvent beaucoup plus bas en Irlande. Il est dans les faits beaucoup plus bas, mais 12,5 c'est déjà extrêmement bas. Et puis, pour vous donner une idée, 15%, c'était pas le taux qui était défendu par un certain nombre d'États, notamment par les États-Unis qui défendaient 21%. Et avec un taux à 21%, on aurait récolté 4 fois plus. À 15%, c'est 4 milliards d'euros, c'est très peu pour la France. À 21%, on récolterait 4 fois plus, 16 milliards d'euros. Et puis, si c'était un taux à 30%, ce serait même 10 fois plus, presque 40 milliards d'euros. Donc, je crois que, à l'issue de cet accord, les grandes entreprises multinationales qui font de l'évasion fiscale et Amazon & Co. peuvent continuer à se frotter les mains en se disant que finalement, on ne va pas aller chercher grand-chose de leur pactole qui est caché dans les paradis fiscaux. Quand Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit que la France va se battre pour que justement ce taux soit relevé, qu'on aille au-delà des 15%, est-ce que vous lui faites confiance pour en effet mener ce combat et pour y parvenir ? C'est faux et j'en juge par les actes. Jusqu'à présent, ce qu'a défendu la France, c'est un taux à la baisse, notamment quand Joe Biden avait proposé ce taux à 21%. La France a défendu un taux plus bas, à 15%, voire même elle se serait accommodée d'un taux à 12,5. C'est la même attitude qu'a la France dans les négociations européennes qui se tiennent aussi les discussions de la même manière sur un taux d'imposition minimum. Et d'ailleurs, la France n'en est pas à son premier coup d'essai sur de la négociation européenne, sur une mesure de transparence fiscale des multinationales. Là aussi, la France a fait même pire. Non seulement elle a tiré les négociations par le bas, mais elle a copié-collé sa position sur celle du MEDEF, le plus gros lobby patronal.
on voit au final que la France est un beau relais des intérêts des multinationales qui pratiquent l'évasion fiscale. De nombreux spécialistes de ces questions disent qu'au fond, cette taxe de 15%, enfin cet impôt, ne verra jamais le jour parce que c'est trop compliqué. Il faut passer du G7 au G20, puis du G20 à l'OCDE, puis de l'OCDE, donc obtenir un accord auprès de 140 pays, et que donc ça ne se fera pas. Mais que rien n'empêcherait le G7, unilatéralement en quelque sorte, de dire nous le faisons. Est-ce que ce scénario-là vous paraît le plus vraisemblable? Oui, je pense qu'il faut arrêter de perdre du temps. Combien de scandales avons-nous eu ces dernières années d'évasion fiscale et LuxLeaks, etc. Et d'ailleurs, c'est la direction que prend les États-Unis, puisque Joe Biden a décidé d'imposer unilatéralement les entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale et qui utilisent les paradis fiscaux en taxant la différence aux États-Unis. La France pourrait faire de même, et ce serait la preuve qu'en matière de lutte contre l'évasion fiscale, tout ce qu'il manque, c'est de la volonté politique. Donc j'espère que certains en prendront un peu de la graine. Merci Manon Aubry. Merci Bonne à journée. Le président de la République viendra demain. Il n'y aura pas de gifle, vous le savez. Il n'y aura pas de farine. Les ouvriers de mon coin, les ouvriers de notre pays se comportent bien. Trop bien peut-être. Depuis 40 ans qu'ils s'en prennent des gifles. Je prends l'engagement de revenir dans 1 an au plus tard. Les résultats, on les aura. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui faisait cette promesse le 22 novembre 2019 dans l'usine Whirlpool d'Amiens. 18 mois plus tard, le chef de l'État n'est toujours pas revenu. Mais surtout, quels sont les résultats? Nuls. Aucun. Whirlpool a fermé. Le repreneur WN a fermé. Maintenant, c'est AGECO, le repreneur du repreneur, qui a fermé. Après 3 reprises en 3 ans, après 3 visites présidentielles, il reste donc, en tout et pour tout, 3 anciens salariés de Whirlpool. 3 sur 286, voilà le résultat. L'avenir industriel est garanti, assurait pourtant le chef de l'État. C'est un cluster formidable, et patati et patata. Ce jeudi, le président de la République sera en visite dans la Somme. Mais les ex-Whirlpool, Emmanuel Macron ne les rencontrera pas, il les évitera. Les ouvriers se rassembleront donc demain pour protester pour un barbecue sur leur parking. Quel ministre viendra? Quel ministre ne les fuira pas? Monsieur Ruffin, je reconnais bien là votre style. Interpeller devant les caméras, mais être absent lorsqu'il faut chercher des solutions. Oui, vous avez raison de dire que l'arrêt de la production a été un choc pour les familles, pour les salariés et pour le territoire. C'est pour cela que le gouvernement s'est mobilisé. Alors, monsieur Ruffin, faire de la politique, ce n'est pas faire le battleur ou le provocateur sur les marchés ou dans sa cuisine, c'est trouver des solutions autant que possible, et c'est ce que nous faisons. Les habitants des Hauts-de-France méritent des démagogues de droite et de gauche, méritent bien mieux que des démagogues de droite et de gauche, ils méritent des gens qui s'occupent d'eux. C'est très beau tout ça, Madame la Ministre, et moi je ne vais pas vous attaquer, puisque vous êtes si formidable, puisque votre bilan est excellent, puisque vous êtes si fiers des résultats. Allez l'expliquer, non pas à moi, non pas à vos députés, allez l'expliquer demain aux ouvriers, pour voir s'ils sont convaincus, eux, de vos solutions, de vos projets. Pour tout ça, aujourd'hui, vous êtes applaudis ici. Mais demain, devant les travailleurs, vous viendrez demain, le ministre de l'économie viendra demain, le président de la République viendra demain. Il n'y aura pas de gifle, vous le savez. Il n'y aura pas de farine. Les ouvriers de mon coin, les ouvriers de notre pays se comportent bien. Trop bien, peut-être. Depuis 40 ans qu'ils s'en prennent des gifles. Depuis 40 ans que vous citiez des accords de libre-échange avec l'Inde, avec la Chine pour mieux délocaliser leurs usines, et vous continuez. Alors est-ce qu'au moins demain, sur ces bancs, il y en aura un seul, une seule pour aller leur parler? Un seul, une seule pour ne pas se dégonfler. Estelle, je le disais, vous êtes donc arrivé aux abords de l'hôpital Cochin. Vous êtes entouré de plusieurs professionnels de la santé. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? Eh bien, il y a de la colère, Pierre, mais aussi de l'usure. C'est ce que nous ont confié ces professionnels de la santé à qui nous avons pu parler de l'usure, car malgré le Ségur de la santé et le plan du gouvernement pour l'hôpital, ils estiment ne pas avoir été entendus. Sur le volet financier, par exemple, ils souhaitent que l'augmentation de 183 € annoncée par le gouvernement soit étendue à tous les postes du secteur. Ils réclament aussi l'arrêt des fermetures de lits et puis un recrutement
massif plus généralement. Et c'est un point que tous ceux à qui nous avons parlé ont évoqué ici. Il faut selon eux redonner de l'attractivité au secteur. Je vous propose de les écouter. Oui, il y a de la colère parce qu'en fait, les décideurs finalement ont entendu notre message mais n'ont pas fait appel aux bonnes personnes. C'est-à-dire que les personnes qui sont consultées actuellement, c'est déjà, il n'y a pas de mixité au niveau du genre. Actuellement, le profil du médecin, c'est une femme jeune. Et c'est absolument pas le cas dans les conseillers des gouvernements. On a essentiellement des hommes proches de la retraite, voire déjà quasiment largement en âge d'être retraités. Donc c'est pas des gens qui vont porter la médecine de demain, c'est pas des gens qui peuvent porter les valeurs actuelles. Et c'est surtout des gens qui sont complètement déconnectés du terrain, qui ne font plus de garde ou juste suffisamment de garde pour prétendre avoir une légitimité, mais c'est généralement pas le cas. Nous sommes là aujourd'hui ensemble pour notamment revendiquer la nécessité d'emploi public, mais aussi d'emploi dans nos établissements du sanitaire et du médico-social. L'hôpital, nos établissements vont très mal, malgré le Ségur de la santé, qui n'a pas réglé la question, en tout cas, d'emploi et de formation. Nous nous retrouvons après un an de pandémie dans une situation quand même catastrophique, puisque les professionnels sont épuisés et n'arrivent pas à prendre leurs jours de congé et leur repos. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le temps de travail des médecins, sur la permanence des soins, sur les carrières intermédiaires qui n'ont pas été évaluées, surcotées au cours du Ségur. Et les fermetures de lits, le budget de l'hôpital, le financement de l'hôpital qui est largement insuffisant pour son fonctionnement, pour un fonctionnement correct. Donc pour les médecins, pour les soignants et aussi pour les patients, parce que c'est eux quand même le cœur du sujet. Voilà Pierre, pour les revendications qui, vous l'aurez compris, vont au-delà du volet financier. Du côté du cortège, eh bien, il s'était lancé en début d'après-midi depuis Bercy pour rejoindre donc l'hôpital Cochin où je me trouve, lieu de la dispersion. Merci beaucoup Estelle Farge pour toutes ces précisions. Donc en direct de l'hôpital Cochin en compagnie de manifestants, de professionnels de la santé. Alors, ce projet de loi climat et résilience, il prévoit la création de zones à faible émission dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2025. En quoi ces mesures renforcent les inégalités selon vous ? Bien, ces zones à faible émission risquent de devenir des zones à forte exclusion en réalité, parce que le climat a bon dos et une fois encore, ce sont les mêmes qui vont trinquer, c'est-à-dire les Français qui n'auront pas les moyens de s'équiper de nouveau, d'acheter une voiture moins polluante, de profiter des primes pour acheter du nouveau matériel. On comprend bien, depuis des années, l'objectif des villes, notamment Paris, la capitale, c'est de rendre la ville impraticable pour les voitures, à la fois par la circulation, par le stationnement rendu difficile et par le prix. Donc là, par exemple, cet été, l'heure de stationnement à Paris va passer à 6 € de l'heure. Donc, si vous n'avez pas les moyens, Paris vous est interdit. On est en train de remettre en place un octroi moyenâgeux qui va empêcher finalement les non-résidents d'accéder au sein des Saints, au centre-ville et aux villes. Donc, on est là dans des lois qui, sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique, sont en fait des lois d'aggravation des inégalités et qui touchent encore et encore les mêmes Français, ceux qui étaient, par exemple, lors du mouvement des Gilets jaunes, descendus dans la rue, parce que, rappelez-vous, c'était aussi une taxe climatique. À l'époque, l'essence coûtait moins cher qu'aujourd'hui. Donc c'est vous dire que là, on remet une pièce dans une machine à ras-le-bol pour des Français qui ont l'impression d'être toujours oubliés des politiques climatiques et politiques publiques. Alors, vous parliez des Gilets jaunes, justement. Est-ce que cela peut attiser la colère et une nouvelle mobilisation, enfin un renouveau justement du mouvement des Gilets jaunes, une relance plutôt? Alors, ouais, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes existe toujours. Il est évidemment n'a plus la même ampleur qu'auparavant. Il a évolué. Il y a des groupes maintenant qui travaillent sur la démocratie participative, sur le RIC, sur la constituante. Il y a eu beaucoup de scissions, beaucoup de fatigue aussi. Jérôme Rodriguez le disait il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'histoire? On a été mutilés, on a perdu des yeux et puis rien. Nous sommes les perdants en fait de l'affaire. On se rend bien compte qu'on n'a pas changé quoi que ce soit dans les politiques. La preuve, aujourd'hui, on voit bien que l'exécutif compte continuer l'agenda des réformes, continuer les lois climatiques inégalitaires.
l'agenda des réformes, c'est bien sûr la réforme des retraites qui est sur la table. Tout cela comme si tout allait bien, comme s'il ne s'était rien passé. Emmanuel Macron pense qu'en se mettant en scène dans des pérégrinations, il appelle ça les déambulations, dans les villages français, de manière très propagandiste, ça va suffire avec des faux grands débats. C'est ce qu'il avait fait pour les Gilets jaunes, rappelez-vous. Eh bien, il est en train d'essayer de faire la même chose cet été pour relancer sa candidature en 2022. Il l'avait fait aussi lors des élections européennes. Tout ça, je ne sais pas si ça va suffire parce que le mécontentement est réel. Et là, ça n'a pas changé. Au contraire, je crois que la colère n'a fait qu'augmenter depuis 2018. Alors, on parle beaucoup de déconnexion de la part du pouvoir. Déconnexion encore, est-ce que cela représente véritablement un danger pour la cohésion sociale du pays ? Il y a quelque chose un peu effectivement de fascinant de voir comment notre époque moderne ressemble à l'ancien régime. On a d'un côté une caste qui s'auto-appelle les élites, qui va très bien. Aujourd'hui, Emmanuel Macron recevait Édouard Philippe et sa famille au palais de l'Élysée. Ils ont déjeuné sur la pelouse et lui remettaient les insignes de grand officier de la Légion d'honneur. Tout ça comme si tout allait bien, comme si il n'avait pas reçu une gifle il y a quelques semaines, comme si il n'y avait pas des signaux d'alerte partout, l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon, du candidat de l'AREM, M. de Rugy, etc. Un ras-le-bol réel, en fait, des citoyens par rapport aux politiques qui ne les représentent plus vraiment. Et c'est vrai qu'il y a une vie séparée dans les palais dorés de la République avec les soubresauts, les craintes du pays réel. Un Français sur 10 sous le seuil de la pauvreté. Combien aujourd'hui de concitoyens qui ont peur pour la suite, savoir s'ils vont garder leur emploi ou non, les plans sociaux. Les ministres font campagne pour les élections régionales, mais oublient les usines qui ferment, et elles sont nombreuses. Et puis ces mises en scène perpétuelles et la politique politicienne qui n'intéresse plus personne. Alors d'accord, Marine Le Pen a peur qu'Éric Zemmour la dépasse sur sa droite, mais au final, à quel moment aujourd'hui on va parler de programme, on va parler de faire attention à ceux qui ne sont rien, à ceux qui perdent tout, comme le disait Emmanuel Macron, ils sont toujours les oubliés. Et aujourd'hui, clairement, le fait de vouloir continuer malgré ce ras-le-bol populaire, malgré ce désamour, ça fait le jeu des grands partis qui vont dire un taux d'abstention record, ça ne change rien finalement au résultat des élections, nous arriverons à sauver des sièges et à être élus. Mais rien n'est écrit, 2022 est encore loin et il se pourrait qu'un mouvement populaire arrive pour changer l'agenda, refuser les réformes qui sont toujours ramenées sur la table malgré la conjoncture économique et changer la donne alors qu'aujourd'hui Emmanuel Macron semble suivre sa feuille de route, c'est-à-dire faire peut-être des choses dures qui l'empêcheront de se présenter. Alors peut-être qu'aujourd'hui, dans les jardins de l'Élysée, c'était une passation de pouvoir sans le dire entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui va reprendre la relève si jamais Emmanuel Macron ne peut pas se présenter parce que, effectivement, aujourd'hui, le pouvoir se prépare à des soubresauts sociaux à la rentrée. Une piste à suivre. Donc merci beaucoup Alexis Poulain, éditorialiste. Doctolib, c'est un géant français du numérique. L'entreprise a d'ailleurs gagné l'insigne honneur d'entrer dans le cercle très fermé des licornes françaises. Cette petite quinzaine de start-up hexagonales, valorisées hors marché à plus d'1 milliard d'euros, comme Deezer, OVH Cloud ou Blablacar. Créé en 2013, Doctolib était déjà reconnu comme un champion du secteur avant 2020. Mais il est clair qu'une partie de son récent et indéniable succès doit beaucoup à la crise sanitaire. Selon nos confrères du Monde, 50 millions de personnes y sont désormais inscrites, dont 5 millions en Allemagne, soit 10 millions de plus en un an. Doctolib gère jusqu'à 90% de l'accès aux centres de vaccination, avec un record le 11 mai dernier de près de 500 000 rendez-vous et encore seulement pour les premières injections. Pour rappel, ce jour-là, environ 650 000 Français s'étaient fait vacciner. Environ 20 000 médecins seraient actuellement abonnés à la plateforme et au 1er avril 2020, le nombre total de téléconsultations réalisées sur le site avait été multiplié par 100 et ce, en un mois seulement. Doctolib s'est ainsi hissé au 3e rang mondial des services de téléconsultation derrière l'américain Teladoc et le chinois WeDoctor. Alors devant ce palmarès, certains se sont tout de même inquiétés car qui dit millions d'utilisateurs dit millions de données personnelles et ici il s'agit également de données de santé encore plus sensibles. Des données dont la sécurité et la confidentialité ne seraient pas à toute épreuve contrairement à ce qu'affirme Doctolib. Premièrement, il existe déjà les risques habituels liés au numérique.
c'est-à-dire le vol pur et simple de données personnelles par des hackers qui exploiteraient une faille de sécurité. Et Doctolib, à cet égard, n'échappe pas à la règle puisque la plateforme a été victime d'un vol de données le 21 juillet 2020. Les pirates ont ainsi eu le temps d'accéder aux informations relatives à plus de 6000 rendez-vous, notamment les noms, prénoms, sexe, téléphone et adresse mail des patients. Et si le motif du rendez-vous pris n'a lui pas pu être lu, la spécialité du praticien a, elle, bien été consultée. Ensuite, il y a la question très technique du stockage et du chiffrement des données. Doctolib ne stocke pas soi-même les données de ses utilisateurs, mais en laisse le soin à un acteur bien connu dans le domaine, AWS, la solution cloud de l'américain Amazon. Le chiffrement a été confié quant à lui au français Atos, un leader européen de la cybersécurité. En théorie donc pas de problème, sauf que de récentes enquêtes ont remis en cause la confidentialité de ces données. C'est le cas de France Inter qui a constaté que certaines données étaient consultables en clair, donc non chiffrées. Des conclusions similaires ont été formulées par l'association Interop qui milite pour l'utilisation de logiciels de santé libres et open source ou rapportées par le site spécialisé Next Impact. Sans compter que la confidentialité de toutes ces données personnelles est également menacée, cette fois-ci par la législation américaine. Les États-Unis disposent en effet d'un arsenal d'outils juridiques comme le Cloud Act, l'article 702 du FISA ou encore l'Executive Order 12333 qui permettent en gros aux renseignements américains de collecter et traiter toutes données personnelles de tout citoyen européen stockées sur les serveurs de n'importe quelle entreprise américaine, ce qui est le cas des données de Doctolib hébergées en France certes, mais sur des serveurs américains. Alors on peut relativiser et se dire que jusqu'à présent, les millions de données confidentielles recueillies par Doctolib sont bien restées à l'abri des regards indiscrets. Le Conseil d'État a d'ailleurs considéré, dans une ordonnance du 12 mars 2021, que la plateforme offrait des garanties de sécurité suffisantes. Mais cet avis de la plus haute juridiction administrative a depuis fait l'objet de nombreuses critiques. L'une des solutions pourrait peut-être venir d'un éventuel cloud européen, sous réserve qu'il fonctionne et surtout qu'il apporte réellement aux citoyens européens et donc français la souveraineté numérique promue par Emmanuel Macron, mais qui fait toujours cruellement défaut aujourd'hui. Le 6 juin dernier, Bruno Le Maire affirmait qu'il n'y avait pas de casse sociale dans le pays. Monsieur Bruno Le Maire, allez dire ça aux victimes de milliers de plans de suppression d'emplois qui ont cours en ce moment dans le pays. Allez dire ça aux salariés qui sont en train de se battre pour défendre leur emploi, qui sont en train de sacrifier leur salaire, leurs économies qu'ils avaient faites pour les études de leurs enfants, pour leur avenir. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 destructions d'emplois, soit 3 fois plus que dans la période précédente. Et on ne compte pas aussi les 8 400 licenciements collectifs qui ont lieu. Tous ces savoir-faire, toutes ces compétences détruites. Toujours pas de casse sociale, monsieur Bruno Le Maire? Pourtant, les exemples, il y en a plein. Total, Air France, Conforama, Luxfer, Famar, De Richebourg, Bridgestone, Cargill, Renault et tant d'autres. Allez dire ça aux entrepreneurs, aux petits commerçants, qui eux n'ont aucune visibilité sur les aides, mais qui voient bien les saisies qui arrivent sur leur compte, sans qu'ils soient prévenus, et qui ont perdu ou ont peur de perdre tout ce qu'ils avaient mis dans le projet de leur vie. Allez dire ça aux artisans qui ont été privés d'exposition et n'ont rien pu vendre, et comme ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires, sont obligés aujourd'hui de rembourser toutes les aides du Fonds de solidarité. Allez dire ça aussi aux intermittents du spectacle, qui se battent depuis des mois et qui voient venir la terrible réforme du chômage que votre gouvernement a préparée. Allez dire ça aussi aux étudiants qui ont passé bien plus de temps dans la queue des collectes alimentaires plutôt que sur les bancs de l'université. Les ONG, elles, sont débordées. Mais, selon vous, toujours pas de casse sociale, monsieur Bruno Le Maire? Votre gouvernement a supprimé l'Observatoire de la pauvreté. Et vous croyez que la casse sociale s'est volatilisée? Vous devriez arrêter de faire des réunions avec vos amis du CAC 40 et voir la réalité du terrain. Vous êtes le gouvernement de la casse sociale. Les inégalités n'ont pas cessé de s'amplifier. Et alors que le CAC 40 continue d'enregistrer des records, nous voulons sortir des logiques qui consistent à maltraiter et à exploiter les personnes, tout ça au service des actionnaires. Si le marché privé est incapable de créer les emplois, nous savons que la puissance publique, elle le peut, grâce à la planification et à la bifurcation écologique. Nous avons un programme, et celui-ci est pour le progrès social et humain. Le risque d'un laisser-aller général de l'été, c'est ce qu'on voit sur ces images?
Alors, un laisser-aller général ou pas, je ne sais pas. Rappelez-vous, le déconfinement l'an dernier, c'était Jean Castex qui était monsieur déconfinement, hein, avec l'aide de cabinet de conseil. Et finalement, en gros, c'était après le confinement, il n'y a plus de virus, donc faisons la fête. Aujourd'hui, on a des dates, on a des horaires, il faut respecter tout ça. On a une campagne de vaccination en parallèle, un pass sanitaire, des QR codes un peu partout. Mais on voit que le ras-le-bol est le même en réalité, notamment chez les jeunes qui ne comprennent pas pourquoi 23 heures, en quoi ça changerait quoi que ce soit d'avoir 1 heure de différence, 2 heures de différence ou plus de couvre-feu du tout. Sachant que certains pays n'ont pas du tout ces couvre-feux ou les ont fait de manière tout à fait différente et ont géré l'épidémie également. Donc il y a une vraie question à la fois sur le bien fondé de ces mesures, au niveau sanitaire, sur l'acceptation de ces mesures aussi au niveau social, puisque ce sont des mesures de contrôle des populations, hein, au-delà du sanitaire. Et puis on voit bien que les jeunes là ont envie de faire craquer ces règles-là, sachant qu'en extérieur, il n'est pas prouvé que ces rassemblements ont formé des clusters, hein, comme c'est peut être le cas effectivement des fêtes en intérieur. Là, nous sommes l'été, la fête se passe majoritairement en extérieur et ce n'est pas du tout la même pour le virus pour se transmettre, puisqu'il se transmet majoritairement en lieu clos, visiblement selon les dernières études. Donc il y a vraiment, je comprends ce ras-le-bol de la jeunesse qui a envie de revivre et de faire casser ces mesures incompréhensibles finalement et qui ont fait peut-être leurs preuves, mais on attend d'avoir réellement les études scientifiques qui prouveraient que ces horaires, 23h, 21h, 19h, avaient un sens, ou bien si c'était simplement pour jouer avec les Français comme avec des hamsters dans une cage, on ouvre, on ferme, on met des croquettes ou on les enlève. Alors, pas de dérogation, en tout cas pour l'Euro de foot. C'est un message de fermeté pour tenir un couvre-feu qui craque, on le voit de partout. Oui, alors c'est ce que disait Aurore Berger, député de La République En Marche ce matin, hein, qu'il faut tenir ce couvre-feu jusque fin juin, qu'il faut mettre les masques en extérieur, hein, jusque début juillet, alors que tout ça, scientifiquement, encore une fois, est sujet à caution. On a le droit de se poser la question du bien fondé de ces mesures. Et on se demande si finalement ce phasing out, hein, le fait d'avoir des dates, des horaires, etc., d'aller lentement vers la fin de ces mesures, ce n'est pas tout simplement pour ne pas perdre la face et pour ne pas montrer que tout ça ne servait pas à grand-chose finalement. Donc évidemment qu'au niveau des populations, le ras-le-bol est palpable, il est réel, surtout qu'en réalité, on a vu la semaine dernière eh bien deux poids deux mesures, hein, pour les VIP qui étaient à Roland-Garros devant le match Nadal-Djokovic et qui ont vu, grâce à Matignon, la prérogative, il fallait de pouvoir rester jusqu'à la fin du match, hein, alors que les jeunes qui étaient aux Tuileries, aux Invalides, pardon, pour faire la fête, se sont fait déloger par la police. Donc on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures. La façon de faire est très différente. Voilà, c'était Benjamin Griveaux, hein, on le voit à l'antenne, qui disait merci Emmanuel Macron pour cette exceptionnelle soirée de tennis. Quel match, quelle ambiance, quel sport magique. Donc est-ce Benjamin Griveaux qui a appelé Emmanuel Macron à ce moment-là en disant ce serait bien qu'on puisse rester. Toujours est-il que pour les supporters de l'Euro de foot, ce ne sera pas la même, il faudra rentrer à partir de 23h. Donc on a le droit de se demander si le virus n'est pas un virus de classe et s'il n'a pas à voir avec le portefeuille ou avec les supporters de Macron plutôt qu'avec la santé des uns et des autres. Et Alexis, une dernière petite question autour de ce sujet, hein, puisque l'actualité, ça va être la vaccination des adolescents qui s'ouvre à partir de demain. Jérôme Salomon, d'ailleurs, a fait aussi savoir, hein, que cette vaccination devait désormais s'imposer. Il va falloir maintenant aussi, surtout que le gouvernement convainque les parents, n'est-ce pas? C'est pas forcément gagné, ça. Non, clairement pas. Sur la vaccination des plus jeunes, le bénéfice-risque reste une grosse question. Mais on voit clairement qu'il y a là une offensive, hein, de la part du gouvernement pour faire vacciner les plus jeunes, à la fois ouvrir à partir de 12 ans, il faut le consentement parental, mais on voit bien qu'il y a des petites voix qui s'élèvent au-delà du conseil de déontologie ou autre, hein. C'est Alain Fischer, monsieur Vaccin, qui dit oui, de manière arithmétique, il serait logique de vacciner les plus jeunes, même si en fait, ils ne risquent rien avec ce virus. Mais comme ils le transmettent, il faudrait les vacciner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui sortent des laboratoires, qui disent qu'effectivement, ce vaccin pour les plus jeunes n'est pas si grave, mais c'est des chiffres qui sortent sur des tests sur 3000 jeunes. Il y a des vaccinations massives, ça a été le cas en Israël, aux États-Unis, et on a vu là, par contre, arriver des cas de myocardite, hein, pour les plus jeunes, qui sont surveillés, mais qui sont inquiétants tout de même. Alors la question se pose, pourquoi vacciner les plus jeunes pour protéger les plus vieux, si les plus jeunes ne risquent rien, si on
on ne faisait que respecter les gestes barrières. Pourquoi cet empressement à vacciner? Et Alain Fischer va plus loin, puisque lui parle même d'avoir le vaccin à l'école, de relancer la médecine scolaire grâce à cette vaccination à l'école, sans la rendre obligatoire, puisqu'il dirait que ce serait difficile aujourd'hui de la rendre obligatoire. Mais on voit que tout est fait pour contraindre, pour pousser, pour inciter les Français à se vacciner et à faire vacciner leurs enfants. La question qui se pose, c'est est-ce que ce sera utile? Est-ce que ce sera surtout efficace si jamais un nouveau variant arrive? Regardez le cas de la Grande-Bretagne, vacciné à l'AstraZeneca, certes, mais arrive le variant indien, variant Delta, et voilà que les taux remontent en flèche ces derniers jours. Donc rien ne prouve que finalement cette vaccination avec ces vaccins ARN messagers sera utile, efficace pour les plus jeunes, si ce n'est cette arithmétique de dire qu'il faut vacciner les plus jeunes pour que 90% de la population soit vaccinée, parce qu'au niveau des adultes, ça commence à bloquer. Merci beaucoup Alexis Poulain, éditorialiste. Et merci d'être avec nous. Bonjour Alexis Corbière, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'abandon du masque en extérieur et fin du couvre-feu depuis hier matin. Pour le masque, le couvre-feu, ce sera dimanche, la grande première longue nuit depuis longtemps. Le gouvernement a avancé cette décision aussi, surtout pour des raisons électorales, comme le dit Xavier Bertrand par exemple. Sans doute, sans doute. Bon, d'abord, sur le fond, tout le monde, enfin du moins les spécialistes, s'accordaient à nous dire depuis un moment que le masque à l'extérieur n'avait pas vraiment d'utilité. Même s'il y a des cas particuliers qui nous sont décrits lorsque, éventuellement, il y a une petite concentration de population. Mais donc, ça, c'est bien. Comme tout le monde, je ne sais pas ceux qui nous regardent s'ils ressentaient la même chose que moi, mais je crois que c'était assez partagé, qu'avec là, en plus, la chaleur qu'il y avait, le sentiment que, bon, ça ne servait plus à rien, c'était assez agaçant, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, je veux dire, l'accélération auquel on a assisté, vous comme moi, sans doute surpris d'un seul coup d'une conférence de presse où le Premier ministre vient nous annoncer la bonne nouvelle, est liée au calendrier électoral. Le nier, si je puis dire, est une forme de naïveté. C'est une espèce de bonne nouvelle que nous apporte le Premier ministre. C'était inscrit, il avait dit à la fin du mois. Il le fait maintenant. Bon, après tout, c'est la vie. Mais c'est pas... vous pensez quoi? Que ça va leur rapporter des voix dimanche, la majorité? Oui, ça crée un climat plutôt. On a réussi, le gouvernement a réussi, la sortie de la crise Covid. C'est un peu ça le message qui est envoyé. Mais vous pensez que ça marche? Est-ce que vous pensez pas. que Non, les non, je sais Français pas. vont Je sais pas. donc, Je sais pas si ça marche. Est-ce qu'ils vont caler leur choix sur le calendrier sanitaire, franchement? Mais j'y crois pas tellement. Une fois de plus, je ne pense pas que ça fonctionne. C'est lourd, c'est un peu appuyé. Mais bon, voilà, franchement, et quelque part, on peut le comprendre. Il a envie, le Premier ministre, de faire une communication positive autour de ce qui a lieu. Il se dit, il y a un événement électoral où, honnêtement, souvent les listes directement pur jus, pardon l'expression un peu triviale, En Marche, sont pas toujours en grande forme. Et ça lui permet peut-être de se dire, ça donne une visibilité à l'action du gouvernement. Bon. Donc pour vous, plus c'est gros, plus ça passe, quoi. Non, mais écoutez, c'est pas, on a le droit de dire qu'en période électorale, le gouvernement souvent annonce des bonnes nouvelles dans des meilleurs moments, pour que, éventuellement, on puisse positiver que voilà. Mais sur le fond, comment dirais-je après, faut faire attention. Il y a encore des variants qui peuvent avoir des effets. Je dis pas ça pour être l'oiseau de mauvais augure pour la suite, mais rappelez-vous, il y a un an, quand Jean-Luc Mélenchon, après le premier confinement, avait dit attention aux conditions de sortie de ce confinement qui n'était pas bien maîtrisé. Il pourrait y avoir une seconde vague. On lui avait ri au nez. Je me souviens d'un sénateur En Marche à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui avait dit. Monsieur le docteur Mélenchon, diplômé de l'université de la Havane de médecine, bon, grosse blague. En vérité, nous avions quand même raison. Et il s'est passé beaucoup de choses durant cette période sur lesquelles il faudra tirer des leçons. Mais c'est l'objet de notre discussion depuis chaque fois que vous m'invitez, chaque fois, à savoir des faiblesses sur beaucoup de choses. Mais profitons de ce moment, si je puis dire. Et puis voilà, avançons. Moi, je suis pour que désormais on discute non plus de tout ça, parce que il y a des désaccords, mais moi je suis pas un spécialiste. C'est la question sociale, la question démocratique, la question écologique, c'est ça dont il faut parler. On va y venir, mais évidemment, ça reste un enjeu fort, et notamment celui de la vaccination. Vous l'avez vous-même évoqué, on n'est pas sorti encore de l'ornière. Et il y a une forte pression pour que les soignants, en particulier dans les EHPAD, les maisons de retraite, se fassent vacciner, parce que à ce jour, il y a seulement 58% des soignants dans les EHPAD qui ont reçu une première dose. Il faut une mobilisation, a dit lui-même le président. Olivier Véran a menacé d'une obligation vaccinale si ça ne progressait pas. Il faut en passer par là. Moi, je me méfie de tout ce qui est obligation de vaccination. La directrice, je ne sais pas quel est son titre, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit ça. Il ne faut pas aller vers l'obligation. Il faut
créer les conditions de l'adhésion à la vaccination. Je vais vous faire une déclaration. Moi, je me suis vacciné et j'invite les gens à se vacciner. Mais attention, il y a encore beaucoup de questions. Il y a des gens qui vous disent, et on peut l'entendre, attention, sur ce vaccin, on n'a pas le recul, ils sont un peu inquiets. Donc il faut plutôt en donnant l'exemple. Pourquoi vous dites attention, il y a encore beaucoup de questions? Oui, c'est un vaccin qui a la particularité de ne pas avoir le recul d'autres vaccins. C'est une évidence. Donc c'est l'argument que vous avance nombre de personnes. Et c'est pas en les brutalisant qu'on va régler le problème. Mais vous trouvez normal que des soignants puissent contaminer des patients? Je vous pose la question. Alors non, mais j'avoue que concernant le corps médical et concernant le cas spécifique, voilà, non, mais là je suis plutôt quand même pour en avoir discuté avec certains infirmiers et notamment dans les EHPAD où là on a une concentration de population. Il faut faire très attention, de population fragile. Là, je suis quand même d'avis à ce que le corps médical puisse répondre à d'autres règles que seulement le volontariat général. Mais je veux pas me mettre à Non, mais pardon, j'ai pas compris. Bah si, vous avez compris ce que je dis. Obligation vaccinale ou pas, le cas échéant, si on en a besoin, parce que effectivement, seule la vaccination massive permettra de sortir de cette situation. Je sais pas s'il faut obliger, je vais être honnête avec vous, Elisabeth Martichoux, à ce stade, je n'ai pas entendu tous les arguments que nous avancent les infirmiers, mais je ne serai pas fermé à l'idée que quand on travaille dans le corps médical auprès des personnes âgées, il vaut mieux être vacciné. Voilà où j'en suis. Voilà. Alors qu'à l'inverse, je ne suis pas pour l'obligation de vaccination. Non, mais c'est un sujet. Vous n'êtes pas très clair. Dans réalité, dans le fond, je suis clair. C'est un sujet pointu. Vous voulez pas aller jusqu'à l'obligation? Bah, pour la population, non. Non, mais on parle des soignants, dans les EHPAD en particulier. Je pense que dans les EHPAD, il faut vacciner et il serait bon que les personnels médicaux soient vaccinés, les personnels de santé, les personnels d'accompagnement. Y compris par l'obligation, si on doit en arriver là. Pardon? Y compris par l'obligation. Je vous ai dit que je suis pour susciter l'adhésion et je suis pour leur demander. Non, mais parce que vous me prenez à froid, si je puis dire, c'est le matin. Moi, je ne sais pas les arguments c'est quand même qui sont avancés. Dont on parle depuis des mois. Oui, mais mais depuis des mois, on parle du fait, est-ce qu'il faut qu'il y ait un pass sanitaire? Non, moi, je n'y suis pas favorable. Aussi, ça fait on parle de l'obligation de la population. Mmh. Et après, je vous ai dit qu'à titre personnel, j'étais pas fermé à l'idée, par contre, que les corps médicaux, ceux qui interviennent dans certains secteurs, soient vaccinés et qu'on leur demande de manière beaucoup plus déterminée d'être vaccinés. Donc, voilà où j'en suis. Donc ça mûrit. Vous le dites pas vraiment parce que vous n'avez pas envie de le dire. Non, mais moi, je suis pas une instance médicale. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on aura eu, durant cette période du Covid. Alors, attendez. Vous êtes un citoyen, vous êtes exposé au Covid, vous l'avez été. J'ai bien compris, je vous ai dit les choses. Non, mais depuis un impact monstrueux sur l'organisation de la vie. C'est pas un reproche, mais depuis le début, avec cette période du Covid, on a eu un moment où chaque invité politique était un pseudo petit spécialiste des questions sanitaires. Moi, je fais de la politique. Je pense que le problème que nous avons eu, c'est on a désindustrialisé ce pays, on produit plus de masques, on produit plus de vaccins, etc. Dans ces cas-là, vous pouvez très bien dire c'est pas moi qui décide, je n'ai pas les éléments. Si le gouvernement veut le faire, je l'approuverai. Si le corps médical le dit que c'est bien, faisons-le. Le gouvernement et le corps médical, les instances médicales, c'est pas exactement la même chose à mes yeux. Emmanuel Macron était en déplacement hier, troisième étape de son Tour de France, dans les Hauts-de-France. Là aussi, beaucoup de communication. Heureux hasard, comme on dit, heureux hasard. Oui, non, mais comme vous dites, c'est-à-dire que c'est le même coup on annonce la bonne nouvelle de plus de masques à un premier tour des élections. Pareil. C'est-à-dire que le président de la République fait une tournée. Après tout, c'est plutôt normal de faire une tournée. Mais comme par hasard, heureux hasard, comme dirait l'autre, des fois il va dans des communes où c'est des maires en marche, et où il est bien accueilli. Alors parfois, même la mise en scène du bien accueilli, ça se passe pas bien, mais on a vu qu'il y a parfois, malgré tout, c'est assez léché comme scénario, et j'aurais pas l'indécence de rappeler, y compris combien ça coûte de force de police pour tenir à distance ces gens. Là, cette fois-ci, si j'ai bien compris, il va parfois dans les communes exprès dans les Hauts-de-France, où le maire, cette fois-ci, Rassemblement National, pour envoyer un message que, en gros, il parle aux électeurs du Rassemblement National. Bref, il est en campagne. Bon, sur fond public, mais ça, c'est l'avis de la Ve République. Le président de la République, lui, il est hors norme. Ils ont demandé à leur ministre d'être plus sobres dans leurs déplacements à l'occasion des élections, ce qui est plutôt une règle saine. Par contre, le président de la République, lui, il est très présent, sous des formes parfois assez discutables. Hein. Puis par ailleurs, bon, après moi j'adore La Fontaine et Fabrice Lucchini, mais hier, je sais pas si vous avez apprécié cette séquence bizarre à un moment donné où tous les deux. Pourquoi bizarre? J'avais l'impression d'un prof de français comme ça, de la part d'Emmanuel Macron, qui nous parlait du style La Fontaine. Au bout d'un moment, ce président omniscient qui nous étale un peu toutes ses grandes connaissances sur la littérature, entre ce qui est la maîtrise et la liberté, etc. Bon, au bout d'un moment, ça en fait beaucoup. Mais c'est quoi? C'est du narcissisme pour vous? C'est quoi? Non, je vous pose la question parce que c'est ce que vous sous-entendez dans... C'est un peu un étalage de belle intelligence, mais c'est pas ça qu'on demande au président de la République. Je l'aimerais plus présent sur des dossiers sociaux, je l'ai dit, quand il y a des sociétés qui ferment, tel que c'est le cas. On a une 4e vague sociale. On a à peu près 420, 450 plans de licenciement à l'heure actuelle. Je préfère un président aux côtés des salariés, aux côtés de ceux qui... Il y a 1 million de gens supplémentaires sous le seuil de pauvreté. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le pays. Il y a 1,3 million de gens qui vont subir la réforme de l'assurance chômage. Ils vont économiser 2,3 milliards. L'assurance chômage va baisser. Je l'aimerais présent sur le front social, plus
que, comment dirais-je, bavarder, même si on aime tous La Fontaine. Franchement, c'est un auteur majeur et j'adore. Moi, je suis prof de français et d'histoire aussi. Il est décalé. Par rapport à la il y a beaucoup de com, c'est appuyé, c'est lourd. Moi, je trouve ça un peu décalé par rapport au pays, mais on verra bien. Ça ne produit pas en plus, comment dirais-je, de la participation électorale, selon moi. On va en dire 2 mots parce que c'est le scandale. Entre 38 et 40%, d'après 2 sondages ce matin, Opinionway et IFOP, de participation et donc abstention massive, record. Il y avait eu 50% en 2015, il y avait eu un sursaut. Elisabeth Partey-Chouf commence déjà, et je vous réponds, par dénoncer un scandale. Adrexo, société auquel on a confié la distribution du matériel électoral. Avant, c'était confié à la Poste, notre bonne vieille Poste, si je puis dire, qui était une société publique pendant longtemps. Là, on l'a confié à une société privée. Et il y a beaucoup de scandales, ça circule sur les réseaux sociaux, de paquets significatifs d'enveloppes qui sont à la poubelle. Parce que cette société privée... Alors regardez le tweet de Raquel Garrido, précisément, où elle a photographié, et Raquel Garrido, qui est candidate, a raison de souligner. Vous dites quoi ? Et elle dit, l'abstention est organisée. Par qui ? Il y a un chaos. Quand on confie ça à une société privée qui manifestement n'a pas les épaules pour pouvoir le faire, à tel point que M. Darmanin va convoquer la société privée, on ne se bat pas véritablement pour faire monter la participation. On considère que c'est quelque chose qui peut être fait de manière un peu négligée. Et il a fallu que ce soit la France insoumise. Vous pointez Raquel Garrido, Adrien Quatennens, beaucoup de nos candidats. Adrien Quatennens, notre coordinateur, en a beaucoup parlé pour dire là, il y a un problème parce que remonter de beaucoup d'endroits, le fait que les gens nous disent j'ai pas reçu le matériel électoral, etc. C'est pas normal que ce soit une force comme nous qui pointions le problème. Ça devrait être en vérité le gouvernement qui dit mais comment ça se fait ? Au-delà de ça, donc, vous avez raison, on en a parlé d'ailleurs hier sur LCI largement, mais la campagne n'a pas intéressé. C'est aussi ce que montre un sondage ce matin. 26% contre 41% en 2015. Quelle est votre responsabilité ? Non mais c'est plus intéressant d'essayer de comprendre. Vous avez bien raison. Je pense que déjà, on sort du Covid. Beaucoup de questions, les gens ont la tête ailleurs. Deuxièmement, oui, les élections régionales et départementales, les gens ont du mal à comprendre à quoi ça sert véritablement. Ils ont l'impression que là aussi, que les forces politiques reviennent nous dire mon bilan est bon, votez pour moi, ou alors à l'inverse, parlent de sujets dont ils voient pas très bien l'intérêt. Moi, je suis persuadé, pour dire les choses, que dans 12 mois, les gens savent que l'élection présidentielle et la législative qui suit, c'est là où est le pouvoir. Il y aura de la participation. Mais c'est clair que là, dans les élections qui viennent, pour toute une série de raisons, parce que je l'ai dit, des préoccupations des Français sont une inquiétude par rapport à leur boulot, etc. Ils ne voient pas des réponses là-dedans. Je leur dis malgré tout que c'est dommage, parce que je fais campagne pour les listes France Insoumise, Clémentine Antenne Île-de-France, et puis je vais pas tous les citer partout, parce qu'on peut envoyer un message politique très fort. Est-ce qu'on remet à travers des votes France Insoumise la question démocratique, la question sociale, la question écologique? Les débats n'ont pas intéressé, vous êtes dans le débat. Oui, parce que, comment dirais-je, se passionner sur le financement des transports ou, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus intéressant que de se passionner pour des compétences qui ne sont pas de la région, non? Non, mais pour beaucoup de gens aussi, justement, les transports, les lycées, oui, mais parfois même le bilan, ça aurait pu être intéressant. Mais j'ai fait campagne nuit et jour. Je peux pas vous dire l'inverse. Quand je discute avec les gens, ce que je peux vous dire, j'étais encore hier soir en sortie de métro, c'est que les gens me disent les régionales, c'est quoi? Et nous, on explique 2 votes le 20 juin, régional et départemental. On vote 2 fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau départemental? Vous savez, souvent les présidents, c'est souvent des hommes, sont pétris de leur propre autosatisfaction, de leurs bonnes choses. Les gens savent pas. Les gens savent pas qui a financé quoi. Et ils ont l'impression que le pouvoir, il est au niveau de l'Assemblée nationale. La campagne n'a pas éclairé suffisamment les Français. Oui, mais parce que le gouvernement aussi a pas aidé à tout ça. Allons-y. Encore plusieurs questions. Je vous demande d'être bref. Pardon. Elle n'est pas facile, mais le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, appelle à voter massivement et à faire barrage aux partis extrémistes que sont, selon eux, le RN et LFI. Précisément, les institutions juives appellent à ne pas voter, ne pas apporter de voix à la France insoumise, dont les complaisances coupables affaiblissent également la République. Ouais, c'est triste. Ils se trompent complètement. C'est affligeant. Je pense qu'ils sont pas dans leur rôle, premièrement. Deuxièmement, c'est une banalisation de l'extrême droite, parce que Madame Le Pen, elle était directrice de campagne de Jean-Marie Le Pen, qui était le principal émetteur du négationnisme dans ce pays. Je dis à Monsieur Khalifa du CRIF, que j'ai déjà eu au téléphone et qui n'est pas un homme très agréable par ailleurs, qui m'avait parlé de ma clientèle électorale de Seine-Saint-Denis, et vous voyez très bien ce dont je parle, je l'avais trouvé très peu agréable, ce monsieur. Quand nous étions allés manifester pour Mireille Knoll et qui laisse faire des groupes d'extrême droite sous ses yeux, qui tiennent des propos homophobes et racistes, ça lui pose pas de problème. Mais nous, je lui dis, citez-moi un cas précis où nous aurions été sur la question de l'antisémitisme, comment dirais-je,
sous leur formulation hésitante. Aucun cas. Donc s'il met les deux, il considère que Madame Le Pen ou nous, vous voyez, cette comparaison ne rend pas service à la lutte contre l'antisémitisme. On n'a pas le temps d'entrer dans oui, tout donc ce je qu'il y a. regrette ça. Je suis républicain. C'est pas la première crise entre France Insoumise et le CRIF. On se rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui, en décembre 2017, dénonçait le communautarisme du CRIF particulièrement agressif. C'est parfois le cas. Oui, donc, c'est parfois. Je vous dis, c'est souvent des positions du CRIF sont alignées sur la diplomatie. En l'occurrence, quand il y a un conflit en Israël, le CRIF, sitôt que des gens manifestent pour avoir la paix en Israël, contre la politique agressive de M. Netanyahou, qui d'ailleurs a été débarqué dernièrement, aussitôt, le CRIF ne joue plus son rôle d'une instance républicaine et française. Moi, je regrette le CRIF de Théo Klein, de personnalités républicaines, de grande conscience républicaine, que ces gens aujourd'hui, de droite dure, et assez peu utiles au débat républicain pour y voir clair, à tel point qu'ils banalisent Madame Le Pen. Deux questions. Une sur laquelle on reviendra largement. Le retour à la normale, c'est aussi le retour de la conflictualité sociale. La SNCF annonce une grève le 1er juillet, au moment où l'économie doit repartir, au moment où les Français veulent partir en vacances. Une grève à la SNCF le 1er juillet. Ça vous semble souhaitable? La question sociale est là, 420 plans sociaux, les salariés qui sont remis en cause, qui se voient précarisés. L'exemple d'Adrexo est intéressant. Il y avait la Poste, donc on fait une boîte privée, ça marche moins bien. À la SNCF, progressivement, on s'en prend à ce service public, ça va être moins bien pour les usagers. D'accord? Les gens ont le droit, ceux qui connaissent la question, ont le droit de se mobiliser. Vous souhaitez que la question sociale et que même il y ait des tensions sociales avant les... Mais des tensions sociales, il y en a toujours, madame. La question, c'est est-ce que aujourd'hui, ceux qui subissent la crise doivent se taire? Est-ce qu'il faut accepter qu'on n'a jamais reversé autant d'argent aux sociétés? Prenez la parole. Il faut prendre la parole. En République, il faut des républicains. Des républicains, c'est des gens actifs, pas des gens qui restent à la maison et qui disent vive Macron comme à Roland Garros, mais des gens qui disent voyez, il y a des gens qui se sont enrichis durant la crise. Nous, les salariés, qui faisons vivre l'économie, on veut aussi qu'il y ait une juste répartition des richesses. Je leur dis bravo, une fois de plus. Vous savez, comme disait Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Toute dernière question, à propos de lutte. Assa Traoré a annoncé avoir conclu un partenariat avec la marque de chaussures de luxe Louboutin. Cette alliance entre une militante antiraciste et une entreprise de luxe, est-ce que c'est de bonne loi? J'ai pas de commentaire. Si ça fait avancer la cause de l'antiracisme. Le luxe, les entreprises de luxe sont présentées comme la quintessence du libéralisme, lui-même vecteur d'inégalité sociale. J'ai pas regardé le détail. Est-ce que cette alliance vous paraît opportune et du côté du luxe, si ça fait avancer, je n'ai pas regardé le détail, si ça fait avancer la cause de la lutte contre le racisme, contre les discriminations, c'est une bonne chose. Dans le cas présent, je ne sais pas. Madame Traoré est une figure aujourd'hui. Si elle est une femme intelligente, si elle le fait pas sans raison. Moi, j'ai rien vu de plus. Vous savez, j'ai la tête dans le guidon qu'une photo. On me dit que c'est fait, qu'il y aurait des fonds reversés pour des associations qui luttent contre la discrimination. C'est un coup de communication qui amène à ce que Elisabeth Partichou, grande intervieweuse de la LCI, en parle. Bien joué. Moi, après, je regarde pas C'est une question de savoir si vous, par exemple, vous pourriez vous associer à une entreprise de luxe. Voilà. L'entreprise de luxe, elle récupère aussi. Mais je ne le ferai pas. La France insoumise ne mêlera pas son combat à une grande société privée, etc. Après, j'espère que c'est Louboutin. J'espère qu'il paye bien ses salariés. J'espère qu'il précarise personne. Et qu'il fait pas seulement de la com en utilisant Madame Traoré. Bon, voilà, c'est tout. Mais honnêtement, moi, j'ai pas envie. J'ai vu, il y avait des gens qui protestaient. Assa Traoré, elle mène un combat pour la justice, pour son frère. Le combat est juste. Après, elle le mène à sa façon, avec de la com, ça parle à la jeunesse. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas regardé le détail. A priori, j'ai envie de faire confiance. Eh ben, quand vous aurez regardé, vous reviendrez. Oui, c'est pas à moi d'en juger. Merci, Alexis Corbière, d'avoir été ce matin sur LCI. Ainsi se termine ce 87e numéro du 467. Nous nous retrouvons samedi prochain, même heure, même endroit. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.